les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoirs à toutes et à tous. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. C'est Tino Rossi ou Marc Dutroux qui écrit la chanson? J'ai un doute. Je sais plus. En tout cas, on vous en parle, on glisse des indices de ça, de là. Ça y est, il est temps, il est l'heure de tout vous dire. Nous avons des cadeaux pour vous. Oui, vous avez bien entendu. En nous écoutant, vous avez déjà gagné un cadeau. Et si vous voulez plus de cadeaux, nous avons une offre spéciale Just for You, une offre méga pack privilège Platinum Special Christmas avec une tonne de beurre. Oh, ta gueule! Et c'est réalisé sans trucage en plus. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et salut les amis. Bonsoir. Bon, allez. Oh. Mais Père Noël, que fais-tu ici? Je suis venu avec ma grosse hotte. Mais elle a l'air bien remplie cette hotte, dites donc. Elle est surtout payante. Bah ça fait moins envie d'un coup, putain. Non, alors, un peu de sérieux, parce que c'est vrai, on en parle, on diffuse comme ça des petites infos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cadeau de Noël pour nos auditrices et nos auditeurs? D'amour, chérie, jolie, qu'on aime, d'amour. Qu'est-ce qu'on a préparé? Alexis, est-ce que tu peux nous dire un mot? Parce que ça va arriver dans quelques jours et on peut dire que Noël arrive et qu'on peut en parler maintenant. Oui, on peut en parler parce qu'il va falloir en plus laisser le temps aux gens de faire leurs petits préparatifs, même si l'avantage de notre cadeau, c'est qu'il n'est pas physique, il est uniquement numérique, donc ça facilite quand même pas mal les courses, ça vous évite de faire la queue à la Fnac, par exemple. Non, en fait, le cadeau qu'on vous propose, ou plutôt le petit bonus, la petite nouveauté dans l'univers de Réaliser sans trucage, c'est qu'on a lancé un Acast Plus. Alors, qu'est-ce que Acast Plus, pour résumer très brièvement? C'est un service d'abonnement qui est mis en place par Acast, donc la société qui distribue Réaliser sans trucage sur toutes les plateformes de streaming et les applications de podcast. Et en gros, Acast Plus permet deux choses. Premièrement, les auditeurs et les auditrices peuvent soutenir financièrement l'équipe du podcast qu'ils aiment écouter. Donc, si vous aimez écouter Réaliser sans trucage, vous pourrez nous soutenir financièrement, nous. Mais surtout, cet abonnement vous permet en contrepartie de bénéficier de pas mal d'avantages assez séduisants. Je sais pas si je fais la liste maintenant. Mais on peut dire globalement, puisque l'offre va arriver dans les jours prochains, oui, que ce podcast, pour le moment, on le fait. On est rémunéré grâce globalement à la publicité, mais de manière assez chiche. Ça nous prend quand même pas mal de temps, pas mal d'énergie, pas mal d'envie, de passion, et tout ça, c'est très cool. Et c'est vrai qu'avec Acast Plus, ça pourrait nous permettre, un petit bonus. Et surtout, on fait pas ça pour rien, on fait ça avec véritablement chaque mois des contenus inédits qui ne seront a priori disponibles que pour les auditrices et les auditeurs d'Acast Plus. Avec peut-être une précision préalable, c'est que vous qui nous écoutez, le podcast ne devient pas payant. Vous qui nous écoutez et qui Exactement. nous suivez, ce que vous suivez toutes les semaines, ça va rester absolument identique et gratuit. En gros, donc il y aura deux formules d'abonnement potentielles. Je vous communique pas encore les prix parce que tous les détails techniques n'ont pas encore été validés entre nous et Acast, mais ce sera fait très prochainement. Dans les prochains jours. On ne manquera pas de vous le dire sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Mais en gros, pour résumer, nous avons donc deux formules d'abonnement. Une formule qui est destinée aux plus petites bourses qui ont quand même envie de faire un petit geste, et croyez-moi que ce petit geste il est pas si petit que ça quand on voit que vous êtes quand même très nombreux à nous écouter et très fidèles par-dessus le marché. Mais en gros il y aura une petite formule qui vous permet de supprimer toutes les publicités et tous les clips sponsorisés sur l'intégralité des épisodes gratuits, donc des épisodes qui vont rester accessibles à tous, les épisodes du vendredi comme celui que vous écoutez, et puis les épisodes consacrés au cinéma de patrimoine comme celui que vous écouterez mardi prochain. Et il y aura une autre formule qui proposera le même avantage, aucune publicité, aucun clip sponsorisé, mais en prime, un accès anticipé à certaines émissions. Je détaillerai plus tard quelles émissions vont être concernées à quel moment, et surtout du contenu bonus, plusieurs émissions, parce qu'on a vraiment développé des nouveaux concepts, plusieurs émissions bonus qui sortiront tous les mois et qui ne seront accessibles que pour les gens ayant souscrit à cette formule-là, qui est donc la formule la plus chère. Et c'est là peut-être qu'on peut commencer à dire de quoi il s'agit, parce que pour le coup, on a vraiment proposé des émissions différentes, portées par chaque membre de l'équipe, et on peut commencer à vous donner un peu... Il y aura 4 émissions
spécifiques à Cast Plus. Alors 4 épisodes. 4 épisodes, pardon. Pour l'instant 4 4 épisodes. épisodes, Parce que c'est une grille évolutive évidemment. Voilà. Tous les mois, on en a déjà quelques-uns qui sont mis en boîte. Est-ce que on peut en dire un mot? Parle du tien par exemple, Alexis. Oui, alors moi en l'occurrence, je vais vous proposer une émission au format court où je serai seul derrière le micro, et c'est une émission qui s'appellera Mise au point et qui est consacrée à l'analyse filmique. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire une analyse plan par plan en audio parce que là, sans le support visuel, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Mais l'idée est de prendre une séquence d'un film, d'un grand film du cinéma ou d'un film tout simplement qui me plaît et que je trouve intéressant, et d'essayer d'expliquer pourquoi, dans la mise en scène, dans la forme, dans la dramaturgie, pourquoi cette séquence-là me paraît importante à étudier, importante à comprendre, et puis aussi donner des clés, faire un peu de vulgarisation sur l'analyse filmique pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas eu tout simplement une formation en analyse filmique. Et l'idée, c'est de faire une émission qui soit grand public, facile à écouter et qui vous en apprenne un peu sur le cinéma. Et donc ça s'appellera Mise au point. Simon, ton bonus à toi, c'est quoi? Mon bonus s'intitulera D'après une histoire fausse. Parce que c'est mon autobiographie. Non, d'après une histoire fausse, tout simplement. Pas vraiment? Tu ne vis que dans ma tête? Eh oui. Oh merde. Tout simplement, j'avais envie d'explorer un petit peu, de titiller les liens entre littérature et cinéma, et tout simplement les liens aussi entre adaptation et œuvre originelle. Que ce soit pour essayer de se poser la question, tiens, est-ce que c'est vrai qu'une adaptation c'est toujours moins bien? Que ce soit pour se demander, tiens, pourquoi est-ce qu'on pensait que cette œuvre était inadaptable? Du coup, comment est-ce qu'on l'a adaptée? Ou pour se dire, tiens, comment la trahison, quand on prend une œuvre littéraire, ou même dans l'absolu, un autre type d'œuvre, comment la trahison peut être justement une manière de faire fidélité. Bref, comment est-ce qu'on fait pour faire passer une œuvre du format littéraire au format cinéma, et pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, comment ça se transforme. Arthur. Moi, ce sera une émission, pareil, ce sera seul derrière le micro, où je reviendrai sur les films mal aimés. Les films mal aimés dans une franchise, les films mal aimés dans une filmographie, et essayer de revenir et d'expliquer un peu pourquoi ils sont mal aimés, comment ça s'inscrit, et en fait, est-ce qu'on ne devrait pas plus les apprécier? Spoiler, la plupart du temps, c'est le cas. Et je convoque l'esprit de Sophie qui n'est pas avec nous. Mais Sophie, tu as bien avancé déjà sur ton concept. Raconte-nous de quoi il s'agit. Mais oui, Waouh, l'imitation est bluffante. Tu m'as fait peur. Je sais, j'apparais comme ça quand on m'invoque. Oui, moi pour le coup, ça a déjà bien été mis en boîte. Ça s'appelle Alerte Spoiler. C'est l'émission la plus longue que vous aurez en contenu, vu que c'est une émission de quasiment 2 heures, scindée en 2 parties. La première, donc moi je vais parler de séries, parce que c'est mon autre passion en plus du cinéma. Je consomme énormément de séries et je vais revenir sur des séries particulièrement marquantes. Et dans la première partie, c'est sans spoiler du tout. C'est-à-dire qu'on arrive à tenir 1 heure sans révéler aucune intrigue majeure d'une série. Et par contre, dans la deuxième partie, on spoil la balle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu la série ou des épisodes un peu avancés, n'y allez pas. Mais par contre, vous pouvez savourer la première partie, car vraiment, on ne revient sur rien du tout. Et peut-être même que un des membres autour de cette table a déjà participé à une émission. Attention, spoiler. Non, on ne spoile rien. On ne spoile rien. Ah, mais où elle est où? Mais elle est repartie. Mais elle a dit Sophie, ce gag ne va pas marcher, il parle pas dans le micro. Incroyable. C'est une catastrophe technique. Où est-elle? Ça va être absurde. Sophie a disparu. Et puis, puis merci voilà. Sophie. Merci beaucoup Sophie. Esprit de Sophie d'être venue avec nous. Et puis, moi, je vais faire également ce que je sais faire, c'est-à-dire que moi, je vais faire plutôt des entretiens, des interviews avec des personnalités particulières, liées de près ou de loin au cinéma. Mais en fait, je vais rentrer dans des entretiens assez personnel, assez intime, sur l'amour du cinéma, sur comment il naît, comment il évolue, sur les films qui ont pu être importants. On trouvera des personnalités de milieux vraiment très très différents. On pourra trouver des autrices, des drag queens, des gens qui viennent de milieu de la scène, bref, ou pourquoi pas aussi de près ou de loin du milieu du cinéma, mais peut-être des producteurs, des chefs opérateurs, ou bref, des gens qui ne sont pas des stars de premier plan, ou parfois aussi, mais dans une ambiance très feutrée, très intime, très velours, très boudoir. J'hésite encore sur le titre, peut-être dans le boudoir, secret de femme. On va trouver quelque chose comme ça. Ce sera un peu érotique, ce sera un peu déplacé, ce sera un peu gênant, mais ça risque d'être assez chouette. Ce qu'on peut dire, c'est que normalement, l'idée, c'est d'avoir 4 épisodes par mois, 1 par semaine, qu'il y ait donc là, pour les premiers mois en tout cas, les 2 épisodes longs de Sophie scindés en 2 et 2 épisodes courts. Exactement. 1 par semaine. Normalement, si tout va bien, ce sera l'épisode sans spoiler en début de mois, l'épisode avec spoiler à la fin du mois. Encore une fois, on verra sur les plannings. Peut-être que les émissions de Sophie seront diffusées coup sur coup. Tout ça va s'adapter. Mais dans tous les cas, cette formule-là peut aussi bouger et va sans doute bouger dans les prochains mois. L'idée, en fait, c'est d'offrir à
celles et ceux qui feront l'effort, parce que dans notre climat financier actuel, malgré tout, c'est un effort de s'abonner pour avoir du contenu bonus et donc de choisir la formule la plus chère. L'idée, c'est de proposer le contenu qui soit le plus varié, le plus riche et surtout le moins routinier possible. Donc, la grille des programmes, celle qui va débuter au mois de janvier, parce que je précise quand même que les épisodes bonus seront diffusés à partir de la première semaine de janvier incluse. L'abonnement va être ouvert dans les prochains jours, mais le début des épisodes spéciaux commencera à la rentrée pour notre anniversaire des 1 an. Exactement. Donc en gros, l'idée, c'est de proposer un contenu qui soit potentiellement évolutif. Donc la grille des programmes, ce sera un épisode de l'émission de Simon, un épisode de mon émission et l'émission en 2 parties de Sophie. C'est comme ça qu'on va démarrer le mois de janvier, et puis certainement les quelques mois qui suivent, mais on travaille aussi sur des contenus. Le contenu Nicolas, par exemple, sera peut-être un petit peu plus sporadique, un peu plus rare, parce qu'il faut trouver les invités, il faut caler les plannings, ça prend du temps pour préparer les choses. Mais l'idée, c'est de proposer une formule qui soit toujours un peu mouvante pour éviter la routine, pour vous réserver des petites surprises. Et puis assez riche, et surtout très riche, oui. Et surtout avec la garantie d'avoir 4 émissions nouvelles, inédites. Voilà. Et réservées aux abonnés et ES d'Acast+. Et je précise que on va vous faire aussi, parce que c'est Noël, on va vous faire un petit cadeau lié à tout ça, mais il est encore un tout petit peu trop tôt pour préciser de quoi il s'agit. On en plus de détails la semaine prochaine. Exactement. Mais qu'on reste dans des tarifs qui sont globalement assez raisonnables. Et donc, si je comprends bien, Alexis, si je souscris immédiatement une offre Just for You Special Platinum Christmas Pack, j'ai droit à tous ces avantages. Et oui. Mais à partir du 1er janvier. En tout cas, pour les épisodes en accès anticipé et les épisodes bonus, oui. Si vous voulez juste supprimer les publicités, dès que l'abonnement est ouvert, vous vous abonnez, vous supprimez les publicités instantanément. Et je reviendrai la semaine prochaine sur techniquement comment tout ça se passe. Voilà ce qu'on vous a réservé. On prépare ça depuis quelques semaines. On a déjà enregistré et on est vraiment très content de vous apporter ces contenus supplémentaires. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour, si vous souhaitez précisément avant Noël, offrir nos élucubrations à vos amis, à vos ennemis, pourquoi pas, ou à vous-même, et pour également, et c'est important, nous soutenir dans cette belle émission qui approche, comme je le disais, doucement de son année d'anniversaire. Vous connaissez peut-être ou non l'économie du podcast. Nous, on travaille beaucoup et ça nous permettrait enfin d'avoir une sorte de rémunération et de stabilité financière qui, pour le moment, n'est pas encore tout à fait acquise. Donc, à votre bon cœur, messieurs, dames, comme on dit dans le langage courant. Toi aussi, aide-nous à mettre des épinards dans le beurre. Presque. Et ce qui nous amène à notre programme de la semaine dans lequel nous allons plonger à corps perdu. Nous allons parler d'une cité qui craque, d'un couple qui craque, de canards qui craquent et un dinosaure géant radioactif qui craque lui aussi pas mal. Bref, cette semaine, ça craque de tous les côtés et même de celui des États-Unis. Que se passe-t-il le jour où le pays entier s'effondre devant les yeux impuissants d'une famille new-yorkaise bourgeoise partie passer le week-end à la campagne? On était sur la route pour rentrer chez nous et quelque chose s'est produit. Vous voulez rester ici? Mais pour l'instant, c'est nous qui sommes là. Il faut qu'on les fasse partir. Il faut qu'ils croient que tout se passera bien. Mais tout se passera bien de toute façon, hein? Flash spécial. Le monde après nous de Sam Esmail avec Julia Roberts, Ethan Hawke et Mahershala Ali, produit, c'est intéressant de le noter, par Barack et Michelle Obama. Et c'est une sortie aujourd'hui sur la plateforme Netflix. C'est un film relativement et assez attendu. Pourquoi ? Parce que Sam Esmail, ce nom ne vous dit peut-être pas immédiatement quelque chose, mais Sam Esmail, Alexis, c'est le showrunner et le scénariste d'une série remarquable qui était Mr. Robot. Oui, effectivement, très très grande série que j'ai pas vue du tout. Non, mais j'ai une culture sérielle limitée. J'avais prévenu. On me tend des perches, il faut assumer les conséquences. Non, mais oui, Sam Esmail, showrunner de Mr. Robot, donc la série avec Rami Malek entre autres, qui avait fait énormément de bruit en premier lieu pour sa représentation réputée, apparemment c'est véridique, extrêmement réaliste et extrêmement pointue du milieu des hackers et des pirates informatiques. Et donc Sam Esmail arrive sur Netflix avec un long métrage post-apocalyptique. On pourrait le qualifier comme ça. C'est peut-être un peu vite en besogne. C'est pas tout à fait du post-apocalyptique, c'est l'apocalypse est en train d'arriver. Mais ouais, mais justement, c'est là où j'allais axer mon point. Je trouve que c'est un film globalement, pour résumer ma pensée, que je trouve, malgré de grosses faiblesses sur lesquelles je reviendrai certainement, que je trouve plutôt divertissant,
et qui fonctionne globalement plutôt bien. Et le premier point qui m'intéresse beaucoup dans ce film, c'est que c'est justement un film qui est à la croisée des genres et qui semble systématiquement éviter les situations les plus attendues et les plus communes des genres auxquels il se confronte. Évidemment, le film tend à certains moments, comme je l'ai dit, vers soit le film d'apocalypse, soit le film de semi-post-apocalypse, parce qu'il fait appel vraiment aux deux genres en termes d'imagerie. Il va jamais y aller vraiment non plus. On est dans un espace assez restreint, on est sur un film qui est aussi une chronique familiale, qui en même temps, je trouve, a une manière de présenter les différents rapports de force qui structurent cette famille, que je trouve assez anticonventionnelle. Par exemple, moi je trouve que le couple entre Julia Roberts et Ethan Hawke fonctionne vachement bien, et c'est un couple de cinéma qui est caractérisé avec beaucoup de finesse, et je m'attendais pas à un couple comme ça, qui a l'air d'être à la fois extrêmement distant et en même temps extrêmement soudé. J'aime beaucoup la manière qu'a le film de jouer sur plusieurs tableaux à la fois, et c'est aussi, mine de rien, un film catastrophe, et ça, c'est vraiment, il faut le noter, c'est un film catastrophe où la catastrophe n'est pas à l'écran. Ouais. Quasiment jamais. Et ça, moi, sur le papier, ça m'intrigue beaucoup. Je trouve que c'est pas toujours maîtrisé, et notamment plus le film avance et plus je commence à voir venir des grosses béances, mais je dirais que la première demi-heure est, à ce compte-là, vraiment très intrigante. C'est un film plus qu'un film catastrophe, mais c'est intéressant que tu penses à la notion, puisqu'on en a parlé, et encore une fois, d'ailleurs, on avait eu des retours d'auditrices et d'auditeurs en disant « Faites à un moment donné un épisode spécial film catastrophe », parce que c'est un genre qu'on apprécie, ou en tout cas que beaucoup de membres de l'équipe apprécient. Moi, je pense que c'est un film d'effondrement. Et c'est effectivement, je vais réutiliser exactement des termes, c'est un film d'effondrement dans lequel l'effondrement n'est jamais le sujet du film. C'est un film d'effondrement qui est vu par le prisme de l'intimité et de qu'est-ce qui se passe quand une famille, quand un groupe de personnes est laissé à eux-mêmes dans un contexte où plus rien ne fonctionne et où tous ces référents de vie quotidienne, contemporaine, les réseaux sociaux, la télévision, le contact, les autres, etc., disparaissent littéralement. Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je suis globalement d'accord avec Alexis. J'ai aussi quelques grosses réticences. Après, non, effectivement, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Le fait de raconter ça via le prisme du cercle familial, du couple, et l'aspect huis clos de la chose fait qu'effectivement, on aborde l'apocalypse de manière assez, j'allais dire novatrice, c'est pas vraiment le cas, mais disons plus originale. Moi, j'ai un gros grief contre le film. C'est que je trouve qu'il est trop long. Je trouve qu'il y a bien 20 minutes en trop, facilement. Parce que je trouve redondant dans cette manière de... Parce que donc c'est l'histoire de cette famille qui est donc dans cette maison de vacances. Va arriver une autre famille à qui appartient la maison. Enfin, on ne sait pas trop, mais voilà. Et en fait... Qui prétend être la propriétaire de la maison de vacances. Dans laquelle et en fait, je trouve qu'il y a une petite redondance sur le côté... je ne vous fais pas confiance. Oh mon Dieu, il y a une catastrophe. Peut-être qu'il faut qu'on se soude. Mais finalement, je ne vous fais pas confiance. Ah, attendez, il faut qu'on soit réunis. Mais attention. Et je trouve que ces allers-retours fait qu'il y a un moment où moi, je trouve qu'il y a un arc entier que je pourrais couper, mais alors vraiment très facilement. C'est-à-dire qu'on voit que le film, narrativement, est très ambitieux. Ce dont tu parles au début, moi, m'a assez intéressé. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sous-texte de racisme intégré par le personnage de Julia Roberts, c'est de dire je ne vous fais confiance puisque les personnages et ceux qui se disent être les propriétaires sont Mahershala Ali et l'actrice qui joue la fille, qui sont noirs, et donc on voit bien là que tu as un couple de WASP new-yorkais chez tout à fait d'accord. et que on joue là une tension raciale américaine très forte et qui est effectivement très intéressant dans la première partie, qui va se dissoudre après. C'est ça en fait le problème, c'est quand d'un seul coup le récit va continuer sa mécanique alors qu'on a compris que donc il y avait ce racisme sous-jacent qui va petit à petit disparaître quand on apprend l'autre. Il y a même eu une séquence que je trouve assez jolie de rapprochement entre le personnage de Mahershala Ali et de Julia Roberts, que je trouve ça assez joli. C'est toute la trame qui va se suivre après, notamment entre la fille et Julia Roberts, que moi je trouve redondant. Et puis il y a un autre gros problème, et ça je pense qu'Alexis est d'accord avec moi. J'ai l'impression que Sam Esmail s'amuse beaucoup avec sa caméra. Ouais. Il fait beaucoup d'effets. Il va faire des travelling où d'un seul coup on est en haut d'un escalier, puis on monte, on tourne, on fait des saltos, et en fait je trouve que ça raconte rien et que c'est beaucoup d'esbrouf. Alors parlons-en, parce qu'effectivement il y a une mise en scène qu'on pourrait dire sursignifiante. C'est-à-dire qu'il y a du plan séquence qui traverse les vitres, il y a du top shot qui tourne sur les ronds-points, il joue, il y a des retournements et du débulage de caméra à gogo. Enfin, on a l'impression qu'on est un peu face à un enfant hyperactif qui veut utiliser tous les effets à sa disposition pour insister sur sa narration. Et je pense qu'on est surtout sur un cinéaste qui confond la quantité des effets avec la qualité des effets et leur pertinence surtout. Parce que, en l'occurrence, moi je trouve que d'un point de vue strictement technique, le film est quand même très bien exécuté. C'est vraiment très propre. Et c'est en vrai, quand je l'ai vu, évidemment, je l'ai vu chez moi parce que le film ne sort pas en salle.
je suis un peu déçu que ce film-là n'ait pas bénéficié d'une sortie salle malgré tout, parce que je trouve qu'il y a du savoir-faire technique à mettre en valeur et on met jamais aussi bien en valeur ce savoir-faire et c'est généreux. Au cinéma. Et c'est très généreux, effectivement. Non, là où ça coince, c'est qu'effectivement la plupart des effets ne sont pas pertinents et ne servent pas le récit. C'est des effets qui sont presque des ponctuations stylistiques. Là, il s'est passé quelque chose dans la dramaturgie qui est importante. Il faut qu'on le signifie dans la mise en scène. Bah oui, mais le problème, c'est que faire un top shot vertigineux au-dessus de Julia Roberts, c'est pas nécessairement signifier ce qu'elle vient de vivre. C'est rajouter quelque chose par-dessus, mais en fait, il y a une osmose. Exact. Entre le fond et la forme, il y a une osmose qui est manquante. Et ça, tu disais un truc hyper intéressant, Arthur. Tu disais que dans le film, il y a trop de trucs, il y a trop d'événements, le film est trop long. Bah, en fait, pour moi, c'est soit il est trop long en tant que film, soit il lui manque 6 ou 7 heures. Parce qu'en fait, je pense que ça aurait fait une très bonne série. Je pense que ça aurait fait une super mini-série. Ouais. Et je sais que Sophie serait plus ou moins d'accord avec moi, mais elle n'est pas là avec nous ce soir, malheureusement. Enfin, Sophie plus là. Ça va vraiment convoquer une seule fois par émission. Elle fait ça timide. Non, mais le fait est que le film, effectivement, est très ambitieux dans sa forme, de manière assez superficielle, il faut le dire, mais très ambitieux dans son fond aussi. Et le problème, c'est qu'il y a trop d'éléments. C'est-à-dire qu'il y a trop d'intrigues, il y a trop de moments où on quitte la maison et on pense qu'il va se passer quelque chose et en fait c'est complètement désamorcé, donc on revient en arrière, il y a des espèces d'effets d'aller-retour comme ça, incessants. Et le truc c'est que ça aurait fonctionné dans une mini-série parce qu'à chaque épisode on aurait pu faire bouger les personnages, justifier une péripétie, prendre le temps de la développer. Par exemple, il y a un moment dans le film, je ne dis pas ce qui se passe, mais il y a un personnage de la famille Blanche qui a un problème de santé assez crado. C'est costaud, ouais. Ça intervient beaucoup trop tard dans le film. Et à un moment où en fait il peut plus le développer, et du coup il n'en fait rien. Et il aurait pu en faire quelque chose si derrière il y avait eu un épisode et qu'on avait pu développer ce truc-là. Alors moi j'ai quelque chose à vous proposer. Quand je vois ce film, j'ai 2 référents immédiatement en tête. J'ai David Fincher de Panic Room, c'est-à-dire la volonté d'en faire trop. À l'intérieur d'une maison, de passer à travers les trous de la série, etc. Bon, ce que faisait David Fincher. Et peut-être moins agréable, et c'est ça qui me laisse un petit arrière-goût amer, du Darren Aronofsky. Du Darren Aronofsky de l'époque de Requiem for a Dream. C'est vraiment de la volonté de taper à tout prix dans la surstylisation du propos, dans la suresthétisation de la mise en scène, avec finalement un rendu signifiant assez faible. Et donc quelque chose d'un peu de petit malin. Je trouve que l'exemple est bien trouvé, et d'ailleurs j'encourage les auditeurs et les auditrices qui peut-être ont grandi avec Requiem for a Dream à l'adolescence et qui l'ont pas vu depuis 10 ans à revoir le film. Ce qui est assez édifiant dans Requiem for a Dream, et c'est le même effet dans Le Monde après nous, c'est qu'on a des effets de mise en scène qui sont extrêmement visibles et tape à l'œil et qui vraiment vous mettent des claques dans la tronche, sauf qu'en fait ce que cet effet est censé représenter, ça ne vous parvient pas. Dans Requiem for a Dream, à chaque fois qu'il se pique par exemple, on a cette espèce de montage ultra cut avec des gros plans qui s'enchaînent très vite et c'est presque douloureux, sauf qu'en fait j'ai vécu ces plans-là, je les ai réceptionnés, je les ai ressentis, mais ces plans-là sont quand même censés me faire ressentir ou essayer de me faire ressentir ce que c'est que de prendre de la drogue. Or ça, Aronofsky n'y arrive jamais. Et donc on a vraiment, encore une fois, une espèce de dissonance perpétuelle entre la forme et le fond. Et là, c'est la même chose. Il y a des moments où je sens qu'il a envie de me faire, Sam Esmail, il a envie de me faire ressentir quelque chose de fort, qu'il a envie de me faire comprendre que là, il s'est passé quelque chose de grave. Qui cherche le vertige. Il cherche le vertige. Le problème, c'est que le vertige, il est jamais émotionnel, il est juste visuel. Quand une caméra tourne dans tous les sens, de fait, ça me fout le vertige, mais c'est pas une émotion. Là, on est vraiment sur du sensationnalisme, en fait. Et pourtant, le film est beaucoup trop versé là-dedans. Et pourtant, il a des scènes très fortes. Et je vais vous dire, un peu pour aller un cran plus loin, moi je trouve même, et ça rejoint tout à fait ce que vous dites sur l'idée que Sam Esmail vient de la série, qui découpe comme une série, c'est-à-dire que les moments de tension sont systématiquement montés de la même manière. C'est-à-dire qu'on prend une scène, on la découpe, on prend un groupe de personnages, un autre groupe de personnages, un autre groupe de personnages, on fait monter en parallèle avec la même musique la tension de la même façon, et on résout tout en même temps à la fin, et on revient à du calme. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois, au minimum, ce type de montage, vraiment très cut, où le reveal de chaque séquence ne viendra systématiquement à la fin avec le même type de musique, etc. En fait, le film et donc du coup le film bégaye. Pour résumer ton propos, c'est ça, le film bégaye. En fait, le film obéit à une charte graphique qui a été prédéterminée à l'avance, et effectivement, les scènes de tension, les scènes de tension verbales par exemple, elles doivent être montées d'une certaine manière et filmées d'une certaine manière, comme on ferait dans une série. Les scènes d'action, les quelques très rares micro scènes d'action,
elles doivent être filmées d'une certaine manière, sauf qu'au cinéma on réfléchit pas comme ça en fait. Les séquences ne sont pas des épisodes, on ne doit pas à chaque fois reproduire la même charte graphique, on doit penser chaque séquence comme un élément séparé du reste, tout en ayant en tête une certaine cohérence globale, mais c'est pas du tout la même mécanique, et là on sent qu'en fait c'est un showrunner beaucoup plus qu'un cinéaste derrière la caméra, c'est sûr. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans la mécanique que tu as citée, montage parallèle cut, c'est à peu près quelque chose comme ça. C'est ça. Moi, pour resituer, j'avais pas le droit de le dire jusque-là, donc je crois que maintenant j'ai le droit de le dire. Je l'ai vu en projection presse en septembre, donc le film est quand même assez lointain dans ma tête. Et je voulais le laisser. Simon, tu m'as fait peur, t'es con. Et tu l'avais pas éteint? Bah non, mais je savais pas qu'il était là, moi. Et en fait, donc j'ai volontairement ne pas voulu le revoir parce que je voulais vous parler de mon ressenti a posteriori. 3 mois plus tard, qu'est-ce qui me reste? Et ben c'est intéressant. Tu parles de ces scènes-là, c'est pas du tout les scènes qui me restent. Par contre, peut-être que ça en fait partie, mais moi j'ai un souvenir assez marquant de la scène avec les Tesla. Elle est super. Parce que je la trouve non seulement très bien mise en scène, mais en plus je trouve qu'elle a un vrai propos politique qui accompagne cette mise en scène. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des scènes. Alors après, soyons quand même un minimum objectifs. On est clairement non plus. Non, mais on est clairement sur la version Wish des Fils de l'Homme en termes de découpage. Et c'est ça aussi le problème, c'est que c'est une référence qui est intelligente et qui est à propos, qui est pas hyper bien exécutée pour le coup. Qui accompagne tout un propos sur qu'est-ce qui se passe quand à l'apocalypse, sur l'impact sur la technologie. Oui, mais je suis d'accord. Quel est l'impact pour les humains qui restent de cette technologie-là qui traîne, parce que c'est en gros c'est des Tesla qui continuent à. Oui, mais ce qui est intéressant, et on va pas trop résoudre, c'est que c'est l'apocalypse de tout partout tout le temps, c'est-à-dire que toutes les pistes deviennent réelles, etc. Moi je trouve, et néanmoins, que le film regorge d'idées spectaculaires et d'idées qu'effectivement j'aurais aimé voir sur un grand écran. Le paquebot au début, c'est génial. La scène du paquebot au début, elle est dans la bande-annonce. Donc vous la savez, à un moment donné, il y a un énorme pétrolier qui arrive et qui fonce tout droit sur la plage. Elle est remarquablement, intelligemment montée, mise en scène avec la vitesse du bateau, le découplage entre la vitesse du bateau, qui semble aller lentement, mais en fait la scène de Tesla, c'est super. Il y a plein d'idées comme ça qui sont assez remarquables, et il y a des idées qui ratent complètement, comme par exemple les serres. Les serres, c'est complètement c'est surtout que en fait c'est intriguant une fois, peut-être 2 fois. Bon, il nous sort la même carte, les mêmes plans, la même mise en scène 6 ou 7 fois de suite, et ça c'est mon plus gros reproche vis-à-vis du film, mais je peux pas développer là-dessus évidemment parce que sinon ce serait un spoil, mais je trouve que le film ne résout rien en définitive. Voilà, alors on peut le dire. Et c'est là aussi où il renoue avec une logique sérielle, c'est qu'on nous laisse sur un cliffhanger, mais c'est un film. C'est un vrai problème. Il faut terminer ton histoire, tu vois. Moi je trouve que c'est un véritable problème, c'est que la résolution est complètement râlée. C'est-à-dire que la résolution tient en une réplique. Et ensuite, et en une sorte de fin vaguement poétique. Je trouve que la résolution est vraiment... Et c'est dommage, parce que les idées sont géniales. Il y a encore les idées narratives sont géniales. Il y a des idées de mise en scène. La scène avec l'avion, avec Ethan Hawke dans la voiture. La scène avec la bonne espagnole. Le film regorge d'idées, mais le puzzle final est extrêmement désordonné et laisse une impression d'insatisfaction, de manque de maîtrise, et manque de maîtrise narrative surtout, parce que ce qui pêche le plus finalement, c'est la façon de terminer de raconter cette histoire. Quelle histoire veux-tu raconter ? On voit bien le principe de départ, c'est-à-dire l'apocalypse sera distribué individuellement, pour le résumer comme ça, c'est-à-dire ce sera personnel, et ben à la fin, qu'est-ce que t'en fais ? Pas grand-chose, t'en fais un plan de drone qui monte et qui révèle quelque chose à l'arrière-plan, et la fin intime qui est un petit clin d'œil un peu chiant et qui... pour moi vraiment la fin fonctionne pas, et la rupture de ton qu'elle amène fonctionne pas non plus, et encore une fois je trouve que cette espèce de rupture de ton finale que je ne dévoile pas bien évidemment, c'est vraiment un effet de petit malin. Je suis d'accord. C'est une espèce de petite note de ça tu t'y attendais pas, et ce genre d'effet moi ça me fatigue. Peut-être que ce qu'on peut dire c'est que c'est l'adaptation d'un livre sorti en 2020, Leave the World Behind de Rumaan Alam. Je n'ai pas lu le livre, peut-être que la fin se termine aussi comme ça dans le bouquin. Dans tous les cas c'est des choses améliorables. Il y a un dernier truc que j'aimerais évoquer quand même, c'est par contre malgré tout ce côté petit malin, etc., je trouve le casting super. Alors, à l'exception d'un acteur que je vais pas citer, mais je trouve le casting super. Et notamment Julia Roberts, que je trouve rare au cinéma de plus en plus. Je voulais vous relancer là-dessus. Moi, voir Julia Roberts, ça fait plaisir. Ça fait non seulement plaisir, et je vais vous dire quelque chose vraiment, c'est de voir Julia Roberts qui a 56 ans et qui ressemble à une femme de 56 ans aujourd'hui au cinéma. Mais vraiment, je vous assure, moi, ça me fait un bien phénoménal. Elle est remarquable dans un rôle qui n'est pas un rôle facile, très ambigu. Elle tient extrêmement bien le film.
Enfin, vraiment, je les Non, trouve je suis tous les deux d'accord. très bien. Mais elle, Mais Mahershala aussi, enfin une femme de 56 ans qui ressemble, qui a une peau de femme de 56 ans, qui joue un rôle de femme de 56 ans, qui joue dans un couple avec un mec qui a le même âge qu'elle, qui a pas 20 ans de moins. Putain, merci pour ça, quoi. Ouais, merci, non, ça, Julia là-dessus, Roberts. par contre, je suis d'accord. Ouais. Et de la même manière, je trouve que le couple avec Ethan Hawke fonctionne hyper bien, Ouais. qu'avec Mahershala Ali, il y a une espèce de vraie tension mi-sexuelle, Tout à fait. mi-raciale qui fonctionne très bien. Moi, j'ai un problème avec un personnage qui fait, franchement, quasi un caméo, on va dire, à ce niveau-là. Enfin, il a un rôle de 5 minutes. Je dis rien de plus. Moi, je trouve que non seulement le rôle ne fonctionne pas, mais en plus, moi, je suis client, mais parce que je suis client de l'acteur. Donc, Oui, moi aussi. voilà, je suis juste content de le voir. Ah, Parce que pareil, il est devenu C'est Kevin rare. Bacon, hein, il est au Oui, générique. il est au générique. Mais, Peut-être qu'on pourrait terminer par dire un mot tout de même. Ce film-là sort sur Netflix et il ne sort pas dans n'importe quel contexte, il sort dans une politique de Netflix de grands films de fin d'année. On a déjà parlé de The Killer de Fincher, il va y avoir Maestro de Bradley Cooper qui sort le 20 décembre et un Bayona qui fait un remake du Cercle des Neiges, cette histoire du crash dans les Andes des gens qui ont fini par se manger, qui sortira le 4 janvier. Il y a Chicken Run 2 aussi la semaine prochaine. Et il y a Chicken Run 2 la semaine prochaine. Qui n'est pas une petite sortie. Et on vous en parlera, certainement. Donc, non, mais c'est intéressant de voir que, peut-être même Simon peut nous rejoindre là-dessus, de voir Simon Bonjour. Ah, ça, il m'a fait peur, putain. Non, mais de voir quelle est la politique aujourd'hui du studio, c'est-à-dire de revenir et dans une série de films et de grands films de fin d'année portés par des réalisateurs avec un gros budget. C'est la première fois que le studio développe. Non, c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. On peut se dire que c'est peut-être une des années où leur offre est la plus consistante à ce moment-là de l'année, mais depuis des années, ils ont une offre pléthorique et ils sortent de très grosses cartouches au moment de Noël. Pour une raison toute bête, c'est le moment où dans tout l'Occident, sinon dans quasiment le monde entier, des gens vont prendre des vacances et donc des gens vont binge-watcher en même temps, au même moment, partout dans le monde, et donc ils vont partager, commenter sur les réseaux sociaux, et donc c'est un espèce de raz-de-marée communicationnel, de partage de données, et tout simplement de publicité indirecte qui est faite à la plateforme. Donc pour elle, c'est quand même inespéré. Un moment où littéralement des milliards de gens vont être devant leur écran en même temps pour regarder les mêmes programmes. Il y a un autre aspect, je pense, à prendre en considération, c'est que les Oscars, évidemment, pour qu'un film soit éligible aux Oscars, il faut qu'il sorte en salle avant le 31 décembre. On sait que Netflix fait des sorties limitées dans quelques salles aux États-Unis, ce qui fait que les films sont éligibles. Souvenez-vous, le Pinocchio de Del Toro. Souvenez-vous, je sais pas, les putes de l'autoroute. The Irishman de Martin Scorsese. Tous les films de Netflix nommés aux Oscars. Tous les films de Netflix nommés aux Oscars, ce sont des films qui sont sortis en décembre avec une petite fenêtre en salle, et c'est exactement ce que Netflix compte pour Maestro notamment. Chicken Run sans doute pour un film d'animation. Le Bayona, je sais pas s'ils vont jouer la carte du film meilleur film étranger, mais il sort le 4 janvier, donc oui, mais il sort en salle aux US un peu avant, donc il serait éligible aux Oscars. Donc voilà, je pense qu'il y a il y a cette ce double aspect à prendre en compte, je pense, et c'est pas la première fois, c'est la première fois qu'il le pousse à ce point-là. Après, est-ce que Leave the World Behind est un film oscarisable? Je ne pense pas. Je pense que c'est juste un film grand public qui va sans doute être vu par plein de foyers pour Noël pour le coup. Ouais, Julia Roberts, moi je le vois bien. Il pourrait y avoir des petites nominations meilleur scénario. Ça pourrait être nommé au meilleur scénario. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est Sam Esmail, il a fait Mr. Robot, tu vois. Ça en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand le projet a été mis en branle et que sa date a été validée, c'était l'ambition initiale. Est-ce que c'est le résultat? C'est encore autre chose. Mais bien sûr que c'était dans la logique de le sortir à ce moment-là. Leave the World Behind, le monde après nous de Sam Esmail avec Julia Roberts, Ethan Hawke et Mahershala Ali. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt fin du monde avec Julia Roberts ou fin de soirée avec Elisabeth Lévy? Vous pouvez évidemment nous dire ça en commentaire sur les différents réseaux sociaux. Et puisqu'on parle de plateforme, que se passe-t-il sur le PS Store de Sony? Spoiler, vous n'êtes pas propriétaire des films dématérialisés que vous achetez. Vous allez dire que je tourne un peu en boucle sur le sujet des films en physique, et oui, c'est vrai, je tourne un peu en boucle. Mais c'est nécessaire. Je vais pas être trop long sur cette information, c'est juste que je la trouve importante à vous rappeler que c'est pas quand on vous dit que si vous aimez un film et que vous voulez pouvoir l'avoir à proximité, pouvoir le regarder, pouvoir soutenir, il faut l'acheter en physique, c'est pas pour rien. Là, il a été annoncé il y a quelques jours qu'à partir du 31 décembre, tous les films que vous avez achetés en ligne sur le PS Store, en l'occurrence tous les films de Discovery, donc qui appartient en gros à la Warner, vont disparaître. Parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais dans le service de SVOD, enfin de VOD, de vidéo à la demande, on peut soit louer les films pour souvent 2-3 euros, soit les acheter, auquel cas on peut les revoir plusieurs fois sans avoir à repayer.
Spoiler, en fait, quand vous achetez un film en ligne, vous n'êtes propriétaire que d'un bien rattaché à une entreprise à un instant T. Si cette entreprise décide d'arrêter tout type d'activité, vous perdez ce film. Et c'est exactement ce qui va se passer avec les milliers de films qui étaient proposés sur le PS Store de Discovery. Donc voilà, c'était juste un petit rappel. On vous le dit régulièrement. Actuellement, le meilleur moyen de soutenir, d'avoir un film que l'on veut et surtout de dépenser de l'argent pour pouvoir le revoir autant qu'on veut, et ben ça reste le Blu-ray, le DVD, le Blu-ray 4K. Et acheter en ligne, c'est tout ça, c'est accepter l'idée que potentiellement on achète quelque chose qui dans quelques mois, quelques années peut disparaître. D'ailleurs, il y a plusieurs réalisateurs qui avaient alerté, notamment Guillermo del Toro, tu nous en avais parlé, Arthur. Oui, bien sûr, c'est un sujet qui est récurrent. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un sujet qu'on alarme depuis des années et des années. Mais en fait, on a d'un côté un secteur qui est en train de mourir petit à petit, même si on a encore des millions de DVD et de Blu-ray qui sont vendus chaque année, ça reste des dizaines et des dizaines de fois moins qu'il y a 10, 15, 20 ans. Ça implique énormément de choses. C'était Matt Damon qui a fait une interview hyper intéressante où il racontait que avant on faisait des films en se disant peut-être que ça va pas très bien marcher en salle, mais je sais qu'avec le DVD je vais pouvoir rentabiliser un peu mon entreprise. Maintenant on ne peut plus réfléchir comme ça, donc il y a plein de studios qui n'osent plus financer certains films en se disant maintenant j'ai plus le DVD pour m'aider. Il y a toute une réflexion avec les plateformes de streaming. Est-ce que maintenant un film peut avoir une deuxième vie sur Netflix, mais est-ce que du coup pour autant ça va fonctionner derrière ? Enfin bref, c'est un sujet qui est compliqué, ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle. Là, c'est juste l'énième preuve que voilà, si on vous rabâche autant les oreilles avec le format physique, c'est pas pour rien. Du nouveau pour nos amis d'outre-Québec, la Batavia. On revient au programme de la semaine avec le retour de Lajli, deuxième volet de sa trilogie sur la banlieue. Après Les Misérables, prix du jury Cannes et César du meilleur film, on suit cette fois une jeune femme, Abby, qui va s'opposer au maire de sa commune, qui veut démolir un pan de la cité dans laquelle elle a grandi, le bâtiment 5. On a la plus grosse concentration d'étrangers tôt au département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi, toi ? Le fou. Bâtiment 5 de Lajli avec Anta Diop, Aristote Luyindula et Alexis Manenti. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que Lajli transforme l'essai par rapport aux Misérables ? Alexis ? C'est compliqué. En fait, j'avais beaucoup d'affection pour Les Misérables à l'époque où il est sorti. J'en suis un petit peu revenu, même si je trouve que le film a de vraies qualités. Notamment parce qu'en définitive, je me suis quand même rendu compte que le film était politiquement peut-être pas aussi fin et aussi puissant que m'en avait donné ma première impression. Et c'est un peu le même problème avec Bâtiment 5. Déjà, je trouve que Bâtiment 5, d'un point de vue strictement filmique, est un film plus faible que Les Misérables. Je le trouve beaucoup plus programmatique. Je sens vraiment le schéma de narration qui est beaucoup plus visible. Et je trouve que le film est à bien des moments en pilote automatique. Et ça me gêne un peu. Je trouve qu'en termes de mise en scène, même si ça reste globalement de bonne facture, c'est moins inspiré, c'est moins nerveux, c'est moins courageux que Les Misérables. Courageux, c'est un mot fort quand même. Je parle d'un point de vue esthétique. Ah, d'accord. D'un point de vue esthétique, je trouve que c'est moins courageux. Il avait plus de budget. Quand même, Lajli pouvait se permettre, je pense, d'aller plus loin que ce qu'il fait. Je trouve que les seules intentions de mise en scène qui me restent du film sont des intentions assez secondaires, notamment des espèces de survols de drones au-dessus des bâtiments. Voilà, je trouve que c'est un film qui manque un petit peu de fougue en termes esthétiques. Par contre, d'un point de vue politique, là où je trouve le film à la fois intéressant et en même temps un petit peu limité, je trouve intéressant d'avoir pour personnage principal une jeune femme qui évolue dans un milieu social défavorisé où la première conséquence de cette défavorisation qui dure depuis des décennies et des décennies sans que personne ne fasse rien pour la régler, c'est qu'il y a beaucoup de défiance et beaucoup de méfiance vis-à-vis des institutions et vis-à-vis de l'État. Et je trouve intéressant d'avoir un personnage principal qui, au contraire, croit dans ces institutions, puisque à un moment, elle va vouloir, par le biais de la légalité, entrer en conflit avec le personnage d'Alexis Manenti, qui est donc le maire par intérim de cette ville de banlieue. C'est intéressant quand on prend le film sous un angle symbolique, quand on le prend pour ce qu'il a l'air d'être, à savoir une espèce de, comme étaient Les Misérables d'ailleurs, une prise de température de ce qui se passe dans les banlieues actuellement, avoir pour personnage principal quelqu'un qui, au contraire de la majorité, croit dans les institutions et dans la possibilité d'agir par le biais de ces institutions. On a bien vu récemment avec les émeutes que c'est pas du tout le cas, hein. Ils y croient pas et ils sont justement à court de moyens d'expression. Je trouve que c'est un parti pris qui peut-être coupe un peu le film de la réalité, tout comme dans Les Misérables, il y a quand même une situation
qui pose question. On a dans Les Misérables une scène de violence policière qui est assez frontale et assez violente quand même. Un flic de la BAC tire un coup de flashball dans la tête d'un enfant, c'est brutal, sauf que c'est pas n'importe quel flic de la BAC qui tire le coup de flashball, c'est un flic noir. Tout comme le jeune homme qui prend le tir de flashball est un jeune homme noir. Ce qui fait que cette scène de bavure policière, elle est complètement décorrélée de la question du racisme. Or, on sait malheureusement qu'il y a un vrai problème de racisme institutionnel dans la police, et notamment vis-à-vis de la BAC. Donc, ce problème que j'avais identifié a posteriori dans Les Misérables, qui était finalement une absence de prise complète sur le réel de la situation, je le retrouve dans Bâtiment 5. Et ça me dérange un peu. Alors, j'ai pas vu le film, mais je te trouve un peu sévère sur ton analyse, parce que, enfin, encore une fois, donc avec un point de vue totalement naïf, je trouve que l'idée précisément d'incarner le film à travers un personnage qui croit encore aux institutions, c'est peut-être plus courageux et plus intéressant comme point de vue que de partir de la norme qui serait que finalement on ne croit plus en rien, on ne croit plus à l'État, on ne croit plus aux représentations. Je trouve ça intéressant dans l'absolu, mais j'ai l'impression que le film a quand même, comme Les Misérables, une volonté d'être ancré dans le réel et d'aborder la situation avec un certain naturalisme. Mais du coup, il y a cet élément de scénario que je trouve pas du tout naturaliste, parce que pas représentatif de la majorité de la jeunesse de banlieue en fait. Donc ça me pose question. Voilà, ça me pose question. Simon. C'est intéressant que tu reçoives ce film-là et le cinéma de Lajli comme ça, parce que moi j'ai pas le sentiment du tout que c'est quelqu'un qui est naturaliste. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui nous donne des gages visuels, mais aussi en termes d'écriture, de dramaturgie, du fait qu'il vient de l'endroit qu'il filme. C'est pas seulement un sujet qui l'intéresse. Aucun doute. Oui, mais ça veut pas forcément dire du naturalisme. Et j'en veux pour preuve qu'à mon sens, son cinéma est un cinéma très idéaliste. Je vais revenir un petit peu, idéaliste pas dans le sens, on va dire, dans la simplification qu'on fait parfois de ce sens, à savoir les idéaux, mais idéaliste dans le sens qui se base sur les idées, les concepts et qui veut les regarder. Je reviens justement moi aussi sur Les Misérables. Les Misérables, on était sur un film de banlieue, mais un film de banlieue qui se passe chez les flics. Ce qui est déjà dire, moi je vais vous parler des institutions. Et d'ailleurs, c'est un film qui pose une vision critique et de remise en question sur les flics, mais qui n'est pas du tout un film anti-flic. Contrairement à ce qu'ont perçu tous les droits tardés, c'est au contraire un film qui est totalement pro-institution et qui est plutôt dans un message pour dire, en fait, il faut que tout le monde s'empare de cette institution pour la refaire vivre, pour la régénérer. Et on pourrait tout à fait dire et maintenir que c'est un film pro-flic, justement. Et c'est un film dans lequel l'action commence à se dérouler parce que c'est un lion ou un tigre qui s'est échappé, je crois. C'est des jeunes de banlieue qui ont kidnappé un lionceau dans un cirque. Voilà, c'est ça l'élément déclencheur. Déjà, on est sur un espèce de mélange de symbolique, réaliste, presque de poésie. Et là, dans Bâtiment 5, justement, c'est intéressant, je trouve, de partir d'avoir comme point de départ cette jeune fille qui croit dans les institutions, ou en tout cas qui veut travailler par elle, parce que, soyons réalistes, oui, il y a plein de gens, et je vois pas bien comment on pourrait leur donner tort, qui ne croient pas dans les institutions, dans les quartiers. Mais par définition, il y a beaucoup de gens qui y croient encore. Sinon, ce serait le chaos en France en réalité. Et je trouve que justement, essayer de regarder, et je crois que le film veut faire un peu ça, même si on y reviendra, moi je partage certaines de tes réserves sur le film, regarder la question en disant où en sont ceux qui y croient ? Comment fonctionnent-ils ? Et peuvent-ils encore y croire ? Et que se passe-t-il quand ils constatent que peut-être il n'y a plus beaucoup de raisons d'espérer? Moi, je trouve que c'est un point de vue, alors je ne sais pas si c'est courageux, mais que je trouve extrêmement intéressant, et je sens qu'il est mené par quelqu'un qui est probablement assez proche de ça, ou qu'il a été. Et du coup, sans que le film soit autobiographique, sans que le film ait une valeur documentaire, parce qu'il prétend pas du tout à ça, et il essaie pas de me dire je suis je suis un témoignage, je suis un écho du réel. Je trouve que le film a une intensité et une qualité de partage, parce que véritablement j'ai l'impression pas d'apprendre des choses comme on apprendrait d'un récit factuel, comme on apprendrait d'un documentaire qui se voudrait avoir le moins de parti pris possible, mais néanmoins le film me donne à voir un ressenti et fait exister des lignes de tension qui moi n'arrivent dans ma vie de blanc de la classe moyenne que par des biais théorique, conceptuel, il me donne à les vivre de manière dramaturgique et dans la chair de personnage. Et ça, avec plein de limites qu'on va sans doute travailler après, je trouve ça super intéressant. Arthur. Je me situe un peu entre vous deux, je pense, parce que il y a plein de points sur lesquels je rejoins Alexis, même si je le trouve un peu sévère. En fait, c'est pas tant le fait qu'on ait un personnage qui croit aux institutions qui pose problème. Enfin, selon moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que je trouve qu'on a des personnages qui sont un petit peu à la frontière de la caricature, parce que elle est en couple avec quelqu'un qui lui n'y croit pas, et c'est vraiment Malcolm X versus Martin Luther King. Moi, j'ai un vrai problème avec le personnage du petit copain, où vraiment je comprends la tension de ce personnage, je comprends les tensions qui se passent dans sa tête, dans sa vie, cette rage, je la saisis, je la vois, je la comprends.
jusqu'à un moment je ne la comprends plus parce que je trouve le personnage pas assez caractérisé. Je trouve qu'il y a un vrai problème d'écriture et de manière générale je trouve que il y a plein de sous-intrigues pas forcément très intéressantes. Il y a des personnages qui sont assez clichés, le personnage de la policière, la famille syrienne. Il y a des trucs où j'ai l'impression qu'il a ajouté des choses pour ajouter des choses, alors même que par contre je trouve qu'il a un postulat de base que je trouve assez louable. Après avoir fait un premier film, lui qui a déjà fait du documentaire sur les violences policières, avec ce postulat de se dire je ne suis pas sûr de savoir faire de la fiction, je vais faire de la fiction comme je sais faire des documentaires, à savoir caméra au point et le plus vivant possible, qu'il aille sur un sujet qui est en apparence beaucoup moins violent, parce que c'est l'histoire d'un bâtiment qui va être rénové et où on va devoir mettre les gens à la rue, alors qu'au final c'est un sujet qui est encore plus violent, enfin si ce n'est tout autant. Mais qui est plus ingrat, parce que c'est une question d'administration, de réglementation. Et en fait, le fait d'aller sur un terrain qui semble être moins spectaculaire, moins cinématographique, je trouve que le postulat est très fort. Et surtout, je trouve que le postulat est très fort parce que on n'a pas beaucoup eu en France des films qui se passent en banlieue ou qui racontent un peu la vie en banlieue avec cette notion de, alors, gentrification peut-être pas, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe quand, et c'est le quotidien de milliers et de milliers de personnes, quand on décide qu'un bâtiment, il nous fait chier celui-là. Il nous fait chier parce qu'il est dans la carte là, on aimerait bien faire un truc mieux mais on peut pas déloger les gens. Quel type de magouille on peut faire? Moi j'ai un film qui me vient en tête, mais c'est un film qui est quasi poétique, c'est Gagarine, mais et qui a une approche tout à fait différente. Et je vois un cinéaste qui a eu un film avec le succès qu'on lui connaît, hein, souvenez-vous quand même, Les Misérables à Cannes, Les Misérables aux Oscars, enfin premier film de fiction quand même, c'est pas rien, et qui arrive en disant j'ai mis 4 ans à faire mon nouveau film, je vais prendre mon temps et je vais raconter quelque chose de visuellement moins fort, et effectivement la mise en scène est beaucoup moins impressionnante. Mais sur le fond, je le trouve peut-être plus intéressant que Les Misérables. C'est dommage parce que vraiment, je le dis, je trouve qu'il y a des gros problèmes d'écriture, notamment sur les personnages, sur certains dialogues, peut-être même sur des choix de casting où je trouve qu'il y a certains acteurs qui sont un peu en dessous, où j'y crois moins. Heureusement, il y a Steve Churchill qui est toujours incroyable. Mais voilà, moi, je trouve qu'il y a un truc que j'ai envie de saluer quand même. Il y a un geste quand même que je trouve chouette. Il faut rappeler que la LIA veut faire une trilogie, que c'est le deuxième volet de cette trilogie sur la banlieue. Donc ça s'inscrit dans une continuité. Simon. Je trouve ça très intéressant que tu évoques Gagarine, Arthur, parce que moi c'est un film que j'ai beaucoup défendu, que j'aime beaucoup, mais c'est un film qui prend un point de vue et un parti pris poétique sur une situation, ce qui est bienvenu et ce qu'il a tout à fait le droit de faire, qui est pas fait par des gens qui viennent du cœur de cette situation-là. Et c'est tout à fait ok, je veux dire, heureusement qu'on n'est pas obligé d'être quelque chose pour parler de quelque chose, heureusement qu'on n'est pas obligé d'être de quelque part pour pouvoir se pencher sur un sujet. Mais du coup, voilà, ça c'est extrêmement intéressant d'avoir quelqu'un qui va nous en parler d'une manière beaucoup plus organique et directe. Les deux sont valides, les deux nous proposent des choses différentes. Et je voudrais aussi dire que le film a sa très grande puissance, mais aussi sa limite. Il a cette force de vouloir aussi aborder une question, un truc qu'on a entendu depuis des décennies et qu'on a beaucoup entendu ces dernières années. C'est qu'à un moment, il allait falloir arrêter de faire chier avec les cités et les banlieues, parce que quand même, on a déversé là-bas beaucoup plus d'argent que partout ailleurs. Et regardez le résultat. Le film montre, rappelle, démontre tranquillement, sans effet délirant, sans, on va dire, rage surjouée à mon sens, que ce n'est pas vrai. Si vous avez d'ailleurs le moindre doute, là je sors un peu de la question cinématographique, le moindre doute là-dessus, il y a un truc qui est facile à vérifier, c'est combien est-ce qu'on dépense par habitant. Et ben vous allez constater que c'est pas vrai, c'est pas là qu'on dépense le plus par habitant, loin s'en faut. Et le film montre comment, et il montre même comment, sous prétexte d'urbanisation, d'amélioration du quotidien, d'amélioration du cadre de vie, ce qui est un truc fondamental, qui ne suffit pas, mais qui est fondamental, on va en réalité exproprier des gens. Je trouve que c'est super important, je trouve que le film le fait plutôt pas mal, voire très bien, mais parce qu'il pense d'abord en termes de sujets, avant de sujets en général, avant de penser à ces sujets, ces personnages, il est du coup programmatique, et parce qu'il est programmatique, il se dit il me faut un personnage qui représente ce point de vue, il me faut un personnage qui pousse ce truc-là, et du coup ça devient un peu scolaire. C'est sa limite, c'est son évidente limite. Je vais surtout pas nier qu'elle est là, mais je trouve que c'est pas une limite très grave ou très handicapante, ni pour mon plaisir de spectateur, ni pour mon intérêt intellectuel de spectateur, par rapport à tout ce que le film m'apporte et tout ce qui me met en lumière, je trouve, avec quand même beaucoup de clarté, parce qu'encore une fois, c'est des sujets ingrats, c'est des questions d'administration, de comment on fait pour virer des gens à coups de bout de papier. Tu le disais, c'est pas très cinématographique, bah oui, on se bat pas comme dans Mad Max. Et bah réussir quand même à le rendre compréhensible, visuel, et à le mettre dans un récit, je trouve que c'est une sacrée performance, quand bien même ça a les limites de cette entreprise. Même la fin ?
Parce que moi, je trouve que c'est vraiment sur la fin que ça devient le plus mais- archétypal et problématique. En fait, moi, c'est juste la fin mais quelque part, c'est logique que ce soit une trilogie. C'est la fin des Misérables aussi. C'est ça. C'est le même Il ne problème. sait pas finir en fait, ses récits autrement. C'est pas. Oui, c'est ça. C'est que bon, sans trop appuyer, mais le film monte progressivement en tension, tout comme Les Misérables avant lui, et s'achève sur une espèce d'explosion qui vient un peu mettre un coup de semonce aux espoirs des personnages. En tout cas. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Ça reste un film très pessimiste comme Les Misérables. Oui, c'est un film très pessimiste. En tout cas, qui termine pas sur la résolution, mais sur de la crise. Très honnêtement, c'est peut-être là où. Ce qui était le grand talent des Misérables, par ailleurs. Mais c'est là où Lajli est le plus pertinent, c'est qu'effectivement, comme l'a très bien formulé Simon, Lajli nous montre à quel point les problèmes ne cessent de s'aggraver et à quel point en fait il n'y a jamais de solution, il n'y a jamais de fin. C'est toujours une nouvelle crise qui va remplacer la précédente et en plus on sait très bien comment ces crises-là sont instrumentalisées par les classes politiques. C'est là où il est assez pertinent. Néanmoins, il y a quand même toujours ce problème, et qui est à mon sens un problème strictement esthétique, et je pense pas que ce soit volontaire, donc je suis pas là pour accabler Lajli plus qu'il ne faut, mais pour moi il y a un problème de mise en scène, et surtout un problème de point de vue, c'est-à-dire que moi, que ce soit la fin des Misérables ou la fin de Bâtiment 5, il y a un moment où je ne sais pas où la caméra veut placer mon empathie. Et je sais pas si mon empathie doit être du côté des opprimés ou du côté des dominants. Parce qu'on est dans l'énergie du moment et de la situation de crise, et cette confusion de point de vue, où est-ce qu'il a envie de me placer, où est-ce qu'il a envie de placer mon empathie, à chaque fois me dérange un peu. Tu peux vraiment douter que la caméra de Lajli va susciter ton empathie du côté des opprimeurs, des oppresseurs. Pardon, mais oui, je suis pas du tout le seul à le penser. C'était déjà un des aspects polémiques des Misérables. Hein, dans Bâtiment 5, peut-être plus encore que dans Les Misérables. Mais alors, moi, j'avais envie de vous répondre 2 choses à ça. Parce que je comprends que vous ressentiez ça, mais si tu ne sais pas où te placer, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est ambigu, c'est trouble. Je pense pas que ce soit de l'incompétence, tu vois ce que je veux dire, c'est pas j'ai raté mon truc, je veux dire, le fait que ça t'interroge sur où te placer, c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a quand même à peine quelques mois, après l'assassinat d'un jeune garçon par un policier, il y a eu des émeutes urbaines dans toute la France. Tu parles de l'assassinat de Naël. Absolument. Il y a eu des émeutes dans toute la France, et en fait que la fiction prenne ça en charge, parce que à mon sens ça aurait été un échec terrible. Qu'on ne termine pas par prendre en charge le fait que dans notre situation actuelle, contemporaine, en France, dans ce premier quart du XXIe siècle, nous arrivons à des moments de tension, d'irrésolution, d'instabilité et d'incompétence et d'inconséquences politiques telles que collectivement on va aller vers des crises, et en fait il faut le prendre en charge, c'est-à-dire à un moment dire aux spectateurs, c'est après la salle, c'est ton affaire de toi te positionner ou de ne pas te positionner, mais en fait là maintenant des crises vont survenir si collectivement on ne travaille pas à résorber, à résoudre, à mieux vivre et à mettre fin aux dynamiques qui ont engendré, mais je veux dire, de telles inégalités, de telles violences sociales. Et je pense que justement ce serait trop facile de prendre simplement parti, de dire allez c'est l'international ce soir, tous les opprimés ensemble, ou de dire c'est quand même un peu des salauds quand même, soyons du côté des bons, mais à un moment dire en fait à un moment ça va péter, et quand ça pète c'est bon pour personne. Donc la caméra à ce moment-là elle est au milieu, et c'est peut-être pas au film de prendre parti, le problème c'est que ça va péter. C'est pas le problème, c'est pas une révolte, c'est que ça va péter. Arthur, un mot plus personnel pour conclure. Ouais, désolé, je vais essayer de pas faire trop long, mais il y avait un truc que je voulais vous raconter que je trouve intéressant. Alors c'est peut-être une impasse critique, je ne sais pas, mais je voulais vous raconter un peu comment j'ai vécu ce film, parce que il s'est passé quelque chose. C'est la première fois que ça m'arrive et je voulais un peu vous le partager. Moi, j'ai grandi en banlieue. J'ai grandi dans une tour HLM, mais j'avais la chance d'être dans une pile à la frontière entre le centre-ville plutôt bourgeois et le haut de la ville beaucoup plus populaire. Et surtout, j'ai eu la chance d'être un fils de prof blanc. Donc, les problématiques de banlieue, je les connais. En tout cas, je les ai vécues, mais pas en les subissant. Je les ai vécues parce que j'avais des copains qui les vivaient. Tu les as constatés. Et il y a quelqu'un à Combini, je sais pas si je peux la nommer, qui s'appelle Yasmine, qui vit en banlieue, elle, et qui fait les allers-retours tous les jours, qui a 25 ans à peine, qui fait donc 1 heure et demie de trajet tous les jours pour venir à Combini, et avec qui j'ai pu avoir des débats, notamment à la sortie d'Athéna. Parce que moi, Athéna, c'est un film que j'aime beaucoup. De Romain Gavras sur Netflix l'année dernière. Elle, c'est un film qu'elle déteste. Comme de manière générale, elle déteste à peu près tout ce qu'a fait Courtrage-May. Et on a eu des débats, Yasmine et moi, sur... moi, ce qui me plaît dans Les Misérables, c'est cette mise en scène, lui qui vient du documentaire. Ce qui me plaît dans Athéna, c'est comment Gavras essaye de dépasser cette histoire de violence policière en espèce d'opéra gigantesque. Et elle me dit, moi, j'en ai marre qu'on surstylise un aspect de la banlieue très cliché que moi, je ne reconnais pas parce que moi, j'y vis dedans et je ne la connais pas, cette banlieue-là, qui est la violence. Et donc, elle me disait, je déteste Lajli, je déteste Courtrage-May, blablabla. Je lui dis, tu sais quoi, Yasmine, je vais t'amener en projection de presse avec moi.
faut savoir que Yasmine est journaliste musique au départ. Donc c'est la première fois qu'elle faisait une projection presse de sa vie. Et donc on est allé avec Manon, que vous avez pu entendre ici il y a quelques mois, Yasmine et moi, voir le film. Et on sort du film tous les trois. Et avec Manon, on se dit, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu par rapport aux Misérables parce que je trouve qu'il est en deçà, je trouve qu'il y a un problème d'écriture, etc. Et Yasmine me dit, putain, moi je suis réconcilié avec Lajli. Je suis réconcilié avec Lajli parce que je trouve qu'il touche enfin à quelque chose que moi je connais. Et j'ai l'impression de enfin voir des situations que moi je connais. Parce que moi j'ai vu des bâtiments être évacués comme ça. Parce que moi j'ai connu des gens dans ces situations-là. Et elle me dit, et c'est intéressant parce que du coup, et c'est pour ça que je sais pas si c'est une impasse critique ou pas, mais on en a vraiment beaucoup parlé avec Yasmine et Manon. Et elle m'a fait revoir le film à la hausse. Parce qu'elle m'a fait réaliser des choses qui pour moi étaient des espèces de facilité, simplicité. Et en fait, quand j'écoute quelqu'un de concerné, je me rends compte que pas tant que ça. Et que c'était... Pas tant que ça. Et que c'était mes a priori de ce que moi je connaissais de la banlieue d'il y a 10 ans, parce on va pas se mentir, j'ai quitté Creil il y a 10 ans. Donc je ne connais plus ce quotidien-là. Je ne sais plus ce que c'est que la vie en banlieue. Déjà que je l'ai connu à travers un regard un peu différent, je ne connais plus ce que c'est. Et Yasmine de me dire, attends, il a entendu toutes les critiques qu'on lui fait sur Les Misérables, il a réussi à le changer à part la fin. Il apporte des personnages qui sont encore plus crapuleux et dégueulasses que dans Les Misérables. Je pense notamment au personnage de la femme du maire néocolonial au possible dégueulasse. Elle me dit, moi, le personnage du mec qui va aider le maire, mais qui en même temps a des scrupules et en même temps en profite, j'en connais. Cette jeune fille qui est en association et qui va s'investir et qui va se sentir d'un seul coup pousser des ailes parce qu'en fait, on ne peut pas ne rien faire, j'en connais et je pense même que Yasmine est un peu là-dedans. Et qu'elle s'est reconnue dans ces personnages-là. Et donc, il y a plein de moments où je l'ai écouté et je me suis dit, tu as raison, moi j'ai des limites purement critiques, qui est que je trouve qu'il y a des problèmes d'écriture, de pure structure narrative, de dialogue, de comment le récit évolue. Par contre, il y a des choses que moi, j'avais un a priori. Et voilà, je voulais juste vous raconter cette histoire parce que parfois, on parle de choses qu'on connaît pas. C'est vrai. Et que elle m'a fait ouvrir les yeux et que je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de journalistes qui auraient fait... qui ont ce réflexe-là et que c'est toujours important de se poser la question d'où on parle. Et que moi, j'avais un a priori en disant, attendez les gars, moi je viens de Creil, je connais la banlieue. En fait, peut-être pas. Je suis content qu'en tout cas que la vie de Yasmine ait lui pu évoluer. Eh bien, nous serions curieux d'avoir votre avis sur Bâtiment 5 de Lajli avec Anta Dio, Aristote Louindoula et Alexis Mananti. Et puis, vous pourrez nous dire surtout si vous êtes plutôt Bar HLM ou Raymond Bar, ce qui sont deux choix assez différents. Vous pouvez nous dire ça évidemment en commentaire sur les réseaux sociaux et sur les applis de podcast sur lesquels vous nous écoutez. Ah, la vie sur un voilier, le rêve de larguer les amarres, de faire le tour du monde avec la personne que l'on aime, la vraie liberté au grand air, s'arrêter où on veut, quand on veut, comme sur cette minuscule île tout au sud du continent américain, cette île déserte, sauvage. Ah, tiens, un gros orage. Ah, tiens, le bateau a disparu. Merde alors. Je te redonnerai jamais mon amour. J'arrive pas à vivre sans toi. Soudain seul de Thomas Bidguin avec Mélanie Thierry et Gilles Lelouch. C'est un genre que le cinéma français n'a pas beaucoup exploité. C'est un survival. Qu'est-ce qu'on pense de ce survival ? Arthur, pour commencer. Justement, c'est intéressant. Je me suis posé la question, quel autre survival français on a eu il y a ces dernières années? Et en fait, il y en a qu'un qui me vient en tête, il y en a peut-être d'autres. Mais en l'occurrence, c'est un film qu'on a assez peu commenté d'ailleurs, que moi j'ai trouvé vraiment pas mal. C'était Les Survivants de Guillaume Rénusso avec Denis Ménochet. Effectivement, c'est un genre qu'on ne fait pas trop en France. Et pour la petite histoire, sachez qu'au départ, ça ne devait pas être un film français. Le réalisateur, au départ, devait le faire avec Jack Gyllenhaal et Vanessa Kirby, je crois. Et il y a eu des petits problèmes de tournage. Et à un moment, le casting est parti. Et le producteur Alain Attal a eu la bonne idée de dire, tu sais quoi, Jack Gyllenhaal, il veut racheter ton film. Fuck it, on va le faire en France. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette parce qu'effectivement, il y a une histoire qui se tient et qu'on peut aborder en France. Et bon, on sent qu'il n'y a pas un budget énormissime, mais il y a une vraie volonté d'essayer de faire du vrai cinéma et du vrai cinéma populaire. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et en plus, c'est pas simple, le film de survie. Parce qu'il faut comprendre, effectivement, l'enfermement, mais l'enfermement à l'extérieur, donc il faut quand même le manifester. Et bon, ça a été sur une île, il y a de l'eau, ok. Mais il y a aussi qu'est-ce qui se passe dans ce couple qui est pas vraiment un couple parce qu'ils sont en train de se séparer, mais en même temps, voilà. Je trouve que c'est plutôt pas trop mal fait. Et surtout, moi, il y a un point qui fait que je m'accroche un peu au film malgré ses faiblesses évidentes, c'est que je ressens
réellement la douleur physique du froid. Et notamment, je trouve que ça passe par l'interprétation de Mélanie Thierry, que je trouve incroyable. Qui est vraiment, et Mélanie Thierry, on n'en parle pas assez, je trouve, de manière générale. Tout à fait d'accord avec ça. Et je trouve que plus que Gilles Lelouch encore, elle incarne tellement bien ce truc de douleur, de je dois rester accroché parce que sinon, sans ça, spoiler, je clams. Et en même temps, bon Dieu, mais c'est horrible et c'est rare. Et je trouve que c'est les mieux faits. Ce film, quand vous regardez le film, vous avez froid. Et moi, j'ai regardé, il faisait chaud et je me pelais le fion et c'était horrible. Et je trouve que Mélanie Thierry, elle a ce truc physique, mais c'est pas que. Ça passe aussi par les maquillages, par des effets pratiques, par les mains qui sont rouges, par sa sensation de neige qu'on croit réelle en permanence. Voilà. Après, je trouve que le film tombe un peu parfois à plat. Je suis pas sûr qu'il raconte au final grand chose. C'est l'histoire d'un couple. Leur errance est en fait la métaphore de l'errance de leur couple. Soit. Mais je trouve que le film est sur le fond un peu vain. Mais par contre, c'est bien qu'on puisse parfois juste aborder. Mais c'est le genre de la survie. Et qu'on le fasse en disant, je fais juste un film. Et le film, je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Donc moi, j'ai des réticences. Mais franchement, c'est du bon cinéma divertissant. Je trouve. Moi, je trouve que le programme est remarquablement tenu, en fait. Moi, j'ai été très surpris parce que je m'attendais pas à grand-chose. Et effectivement, je pense que Mélanie Thierry, une fois de plus, est remarquable. Remarquable, qu'elle porte le film, mais vraiment. Et d'ailleurs, on pourra discuter parce que je trouve que même elle éclipse Gilles Lelouch, qui est presque limite. Je me suis presque demandé si c'était pas un miscast et s'il fallait pas mettre quelqu'un d'autre parce que il est trop évident, il fait du Gilles Lelouch et finalement elle est tellement juste, elle est tellement fine, elle est tellement solide et elle est tellement forte que par ailleurs elle emporte complètement le film, mais par ailleurs la narration fait qu'elle emporte le film, donc ça tient très bien. Mais peut-être on peut rappeler que Thomas Bidguin est pas n'importe qui. Thomas Bidguin est connu pour ses collaborations avec Jacques Audiard. Il a gagné un César pour le scénario d'Un prophète. Il est assez rare en tant que réalisateur. Il a fait du stand-up. C'est un type assez touffu, assez complexe dans ses différentes activités. Mais il avait fait un premier film c'est un premier long métrage qui s'appelait Les Cowboys. Ouais. On n'en parle pas assez souvent, mais qui est extrêmement intéressant et qui aborde. Je me permets juste de faire une incartade. Tu m'as foutu une trouille encore. Parce que je n'ai pas pu voir soudain seul, mais Les Cowboys, c'est un film qui aborde par le prisme de plusieurs genres en même temps un sujet d'actualité que je vous révèle pas. Allez voir le film, qui est extrêmement complexe, pas évident du tout. C'est un film qui est désarmant, étonnant et d'une richesse assez sidérante. Alexis, sur Soudain seul. Bah ouais, effectivement, Thomas Bidguin est une personnalité très intéressante dans le milieu du cinéma français. Moi, sur le papier, sachant que je n'ai pas vu Les Cowboys, donc j'ai fait l'inverse de toi, Simon, mais je me méfie toujours un tout petit peu par principe, quand même, quand un scénariste réalise des films. Parce que des fois, on a de très très grands scénaristes qui passent derrière la caméra et on se dit ah bah là c'est l'étape finale, ça va être le grand climax, et ça donne les films d'Aaron Sorkin qui sont tous horriblement chiants. C'est pas le même métier. Un peu le Schrader, c'est pas vrai pour tout quoi. Oui, je sais que c'est pas vrai pour tout, mais c'est souvent le cas à mon sens. Et là, je tombe sur un film de survie qui est très vénère. Je veux le dire quand même, le film est assez intense, avec uniquement deux personnages, mais qui sont très bien caractérisés. Et moi, au contraire, je suis pas du tout d'accord avec toi, Nico. Je pense pas du tout que ce soit un miscast, parce que je pense que la présence de Gilles Lelouch, elle contribue à leurrer le spectateur et à préserver la surprise du film. Parce qu'on commence le film, on est sur un bateau au milieu de l'océan, ils ont pas encore accosté sur l'île, mais ça va arriver très vite, et on a Gilles Lelouch qui est à la barre du bateau et Mélanie Thierry qui est en train, je crois, de bouquiner dans la cabine, un truc comme ça. Donc elle dit tout de suite, c'est un premier dialogue, tu veux que je barre, et lui répond pas, et c'est le bonhomme quoi. Et c'est le bonhomme, et il est ne serait-ce que physiquement, Mélanie Thierry, elle est plus petite que lui, elle est frêle. Gilles Lelouch, c'est quand même un physique, quoi. C'est sa persona de cinéma. C'est sa persona de cinéma. Donc moi, je me dis, ok, on est parti sur un film de survie avec Monsieur Gilles Lelouch qui va porter Mélanie Thierry sur ses épaules. Évidemment, il va se passer exactement le contraire, et le personnage de Lelouch ne va avoir de cesse d'être entravé par le récit, là où le personnage de Thierry va vivre une vraie transcendance. Donc déjà, je trouve ça super intéressant d'un point de vue de scénario, d'un point de vue de mise en scène aussi, et d'un point de vue, je vais pas aller jusqu'à dire féministe, mais d'un point de vue politique, parce que je m'attendais pas à un personnage féminin fort dans ce film-là. J'en ai eu pour mon argent malgré tout. Même s'il y a des petites maladresses sur la fin. Il y a des petites maladresses. Il y a des petites maladresses. Le film est pas parfait non plus. Bien sûr. Moi d'ailleurs, je suis peut-être un tout petit peu trop sévère. Je trouve que ça fonctionne qu'à moitié pendant les 30 premières minutes du film. C'est-à-dire, je trouve la mise en place, elle est très rapide, mais ça, à la limite, c'est nécessaire. Ça me permet tout de suite de rentrer dans le récit. Par contre, une fois qu'ils ont perdu le bateau et qu'ils sont sur cette île, il y a quand même deux éléments de mise en scène à souligner. C'est que il y a rien autour d'eux. C'est de la nature, une nature primitive et une nature hostile.
et s'il ne parle pas, il y a pas de bruit. Et donc je me dis, waouh, on est parti pour un film de survie en mode silencieux, à moitié contemplatif. Pendant 30 minutes, c'est tout le contraire. On a du dialogue tout le temps, on a de la musique à balle. Ouais. J'ai l'impression de... Le décor est très réussi, par exemple. La musique est plutôt réussie, ouais. Mais j'ai l'impression d'entrevoir le décor tout le temps, alors qu'il est dans tous les plans. Et je me dis, à un moment, il va quand même falloir poser cette caméra. Il va falloir prendre acte du fait qu'ils sont là pour longtemps. Et je sens pas le temps qui passe pendant cette première partie. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a des ellipses dont je ne sens pas l'impact. Alors que pour les personnages, ça a dû être très dur. Ouais. Sauf que, il y a un moment où il y a une péripétie qui advient, je ne dis pas laquelle. Et là, je me dis, allez, c'est foutu. C'est bon, on est parti sur l'autoroute du pathos. C'est vraiment, il manquait plus que ça. Et en fait, Thomas Bidguin va complètement renverser le truc, aller totalement dans une direction opposée à celle que je pressentais. Elle a été beaucoup plus malin que moi sur ce coup-là. Et je trouve que ça permet enfin au film d'accéder à une vraie radicalité déjà esthétique. Là, on a des vraies séquences de contemplation où on marche dans la nature, où on a froid, où on est dans la neige, on a une vraie approche matérielle de la tragédie qui frappe les personnages. On a du silence, on a de la solitude, et là on rentre vraiment dans quelque chose de presque métaphysique par instant, et je m'attendais vraiment pas à ça dans ce qui m'a été vendu comme un film de survie, de divertissement, scénarisé par le scénariste de Jacques Audiard. Je m'attendais pas à quelque chose qui soit par instant aussi bien tenu. Quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une très bonne surprise. Ouais, c'est pas pareil. Pour moi, c'est une très bonne surprise. Pour le coup, il y a des choix de mise en scène, il y a une photographie et des choix de photographie qui sont hyper bien tenu, et pas justement dans le côté le côté plan large, plan en drone, enfin bref, le décor devient littéralement envahissant et devient absolument terrifiant alors qu'il est systématiquement somptueux. Et puis il y a surtout effectivement un contre-pied permanent dans les choix scénaristiques qui font que d'un seul coup ces personnages se révèlent être exactement à l'inverse et être confrontés à des choix moraux qui sont des choix moraux auxquels je ne m'attendais pas. Et il y a un moment donné, justement, une bascule, précisément la bascule qui va se passer entre les deux personnages, qui est sidérante de violence et de brutalité, et je me suis dit, mais waouh, c'est hyper courageux d'aller jusque-là, en fait. C'est hyper courageux d'emmener ces personnages jusque-là, et ensuite de les dérouler de cette façon relativement inattendue, mais effectivement de renverser complètement l'équilibre qui les tenait. Quand je parle du miscast de Gilles Lellouche, c'est pas tout à fait ce que je pense. C'est que Gilles Lellouche, comme le disait très bien Simon, c'est sa persona de cinéma. Et je trouve que il est sur son autoroute, quel que soit le sort que lui réserve l'histoire et la narration, il est sur son autoroute, et son autoroute, face vraiment à l'amplitude du jeu, de la précision, de l'émotion et de l'évolution du personnage de Mélanie Thierry, je suis face à une sorte de personnage un peu monolithique et qui est un peu, pas un peu décevant, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, il est limité, ce personnage. Mais moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de me dire, tiens, un personnage féminin qui a effectivement une très grande amplitude d'émotion, une très grande amplitude de prise de décision aussi, parce qu'elle va changer de caractère quand même plusieurs fois au long du film, et c'est un personnage qui est en constante évolution, et d'avoir en face un personnage d'homme viril qui ne prend jamais les bonnes décisions, ne sait jamais comment gérer cette situation, et va finir par être complètement spectateur et complètement passif de ce qui se passe, et qui pourtant ne va presque jamais laisser paraître ce qui se passe à l'intérieur de lui, et donc on a effectivement cette espèce de monolithe. Moi ça me dit quelque chose du personnage. En fait. Ce côté monolithique, il fait exister ce perso paradoxalement en fait, et il lui donne de la consistance, parce que j'en ai croisé beaucoup dans ma vie, des mecs de 50, 60 ans tellement matrixés par l'idée qu'un homme ne doit surtout pas montrer ses émotions et ne doit surtout pas être faillible, qu'ils en deviennent monolithiques, à un point où c'est quasiment effrayant. Et Bidguin, il a réussi à choper ça, et dans un contexte où c'est particulièrement, où ça fonctionne particulièrement bien pour moi. Je parlais plus de l'éventail de jeu. C'est-à-dire de l'éventail de jeu de Lellouche. Oui, mais son personnage l'amène à avoir un éventail limité. Gilles Lellouche a quand même montré à plusieurs reprises, et dans certains moments dans ce film-là aussi, que son personnage de cinéma, qu'on a tendance parfois à caricaturer un peu grossièrement, s'il en a besoin pour le film, il va le briser. Et il n'aura pas peur de le faire. N'oublions pas qu'il a connu les quartiers nord, par exemple, tu vois. Pardon ? N'oublions pas qu'il a connu les quartiers nord. Oui. Disons que ce qui est intéressant, c'est que ça va de pair avec l'évolution du personnage de Mélanie Thierry, en tout cas, qu'on découvre comme étant quelqu'un un peu de réservé, puis qui va commencer un petit peu à s'affirmer, puis on va carrément avoir des vraies disputes où justement le personnage de Gilles Lellouche va devoir être confronté à une Mélanie Thierry qu'on pensait être vachement plus timide, et d'un seul coup on se rend compte que Mélanie Thierry, elle lui rentre dedans en fait, et elle lui rentre pas un petit peu quoi. Et il y a une vraie engueulade de couple, moi c'est à ça auquel je pense, une vraie engueulade où d'un seul coup tu vois qu'en fait il y a un jeu d'équilibre qui se passe. Après moi je rejoins un petit peu Nico sur le fait qu'effectivement peut-être que c'est de par l'écriture du personnage,
il y a effectivement un moment où j'ai l'impression de voir un personnage qui est en boucle. C'est sans doute voulu, c'est sans doute volontaire. Il y a un moment où moi, effectivement, je me dis vivement que ça change. Et quand ça change, je m'y attends pas. T'as tout à fait raison. Je l'ai vécu exactement comme toi. Je me dis, ah, vas-y, c'est bon, on a déjà vu ça. Il arrive le truc. Je fais, ah là 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 là. Et en fait, non. Et moi, c'est pour ça, ne nous focalisons pas sur Gilles Lelouch parce que vraiment, c'est vraiment Mélanie Thierry. Ouais, c'est vraiment le Mélanie Thierry show. Et dont on voit que c'est vraiment une grande actrice. Mais bien sûr. Et qui mérite. On le savait déjà. Hein, moi, je me souviens de La douleur de Manuel Finkiel où elle est absolument invraisemblable. C'est-à-dire, on sait que c'est une grande actrice, mais là, vraiment, moi, elle me sidère. Et puis parce qu'elle joue bien dans Babylon AD, ça veut dire si c'est une bonne actrice. Ouais. Non, mais elle joue quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire souvent en France aussi. C'est pas juste la douleur psychologique de comment je vais faire pour m'en sortir. C'est le mélange de ça, du désespoir, de la douleur physique, de devoir simuler et en même temps de l'errance. Enfin, c'est quelque chose qui est pas simple à jouer et qu'on n'est pas habitué à vraiment avoir en France. Et là-dessus, Bidguin, non seulement écriture qui fonctionne, écriture de personnage qui fonctionne, direction d'actrice qui fonctionne, et Mélanie Thierry qui est à fond. Donc, je pense qu'on se focalise un petit peu sur un détail sur le début. C'est sans doute vrai, vous avez tous les deux raison. Mais en vrai, ça permet en tout cas l'éclosion du personnage. Le film dure 1h40, donc c'est la durée parfaite. Il est pas trop long. Moi, j'ai quelques réserves sur le dénouement. Ouais, moi aussi. Oui, moi aussi. Qui est un peu faiblard, mais bon, c'est facile. Excepté le dernier plan, qui pour le coup me passionne beaucoup, parce qu'il pose une question et il y répond pas. Et moi, j'ai fini la séance en me disant genre, ah, mais moi non plus, j'ai pas la réponse à cette question, mais je peux pas dévoiler de quoi il s'agit, mais les gens qui verront le film comprendront de quoi je parle. Bref, Soudain seul de Thomas Bidguin avec Mélanie Thierry et Gilles Lelouch. Est-ce que vous êtes, vous, plutôt resté bloqué sur une île déserte avec votre cher et tendre ou entouré de vos meilleurs amis et toute votre vie, mais marié avec Éric Zemmour? Vous pouvez nous dire ça. Mais qu'est-ce que t'as avec le fait de se marier avec Éric Zemmour, mec? Bah non, mais je sais pas. Toutes les semaines. Déjà, il est déjà marié. Il est bel homme. Non, mais en fait, je pense qu'il a des cadres de lui qu'il encadre tous les soirs avant de se coucher. Pardon. En parlant de polémique, on va revenir sur les propos peu amènes de Ridley Scott sur les cuistres. Oh! Joli cuistre. Ah, celui-là, je crois que je l'ai. Les cuistres, ça ressemble à cuistre, c'est pédant, vaniteux. Ah non, bah pas du tout. Ah d'accord. Bah si, les cuistres, ouais, quand même, vous avez lu Achille Talon quand vous étiez petit. Non, mais ils connaissent pas Achille Talon. On a moins de 50 ans. Si cuistre c'est trop facile, je peux vous proposer les pharisiaïques. Oh, waouh, deux pour le prix d'un. Ou cagot. Cagot, j'avais pas. Cagot, c'est. Comment t'écris Cagot? C'est AGOTS. Ou cagole, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait pareil. Donc, toutes ces personnes qui ont osé critiquer sa vision de l'histoire dans Napoléon, Alexis. Ouais, alors, mon actualité fait référence à une vidéo donc YouTube de la chaîne Nota Bene. Si vous ne connaissez pas Nota Bene, je vous invite à aller vous y abonner et à regarder cette vidéo-là en particulier. C'est une chaîne donc de vulgarisation historique. Et l'animateur de Nota Bene, qui s'appelle Benjamin, si ma mémoire est bonne, a fait donc une vidéo sur le problème historique posé par le Napoléon de Ridley Scott. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il est très mesuré et très nuancé et qui va vraiment là où ça fait mal. Lui explique en gros qu'il y a plusieurs types d'erreurs évidemment historiques dans un film, à commencer par des petits arrangements qu'on prend avec la réalité pour le bien du récit, et ça évidemment ça ne pose aucun problème, comme par exemple le fait que Napoléon n'ait pas assisté à la décapitation de Marie-Antoinette, c'est l'ouverture du film de Ridley Scott. C'est pas grave de réunir ces deux personnages là dans le même espace, ça permet de démarrer le film sur une note un peu impactante, et puis ça nous dit quelque chose de ce qui se passe politiquement en France à ce moment-là. Par contre, il soulève dans le film ce qu'on pourrait plutôt qualifié de mensonge historique, c'est-à-dire des choses que Ridley Scott et son scénariste David Scarpa ont ajoutées dans la vie de Napoléon, alors que ça ne sert pas particulièrement le récit et que ça n'est pas authentique. Par exemple, il cite un exemple tout bête, mais qui a son importance, et qui moi m'avait d'ailleurs un petit peu gratté quand j'avais vu le film. Il y a cette fameuse scène de la bataille des pyramides lors de la campagne d'Égypte, bon, qui se déroule pas exactement au bon endroit, mais ça c'est pas grave. Par contre, on voit l'armée napoléonienne tirer à coups de canon sur la grande pyramide de Khéops. Et ça, c'est un petit peu problématique parce qu'un spectateur qui voit ça, c'est un truc très anodin qui passe comme ça, pourrait très bien se dire « Oh là là, Napoléon, quand même, ce mec, il débarque dans un pays qui est pas le sien, il respecte rien, il bousille la culture, c'est vraiment une ordure. » Bah oui, sauf que le vrai Napoléon, il a emmené 150 historiens avec lui lors de la campagne d'Égypte, et leurs travaux de recherche sur l'Égypte antique, aujourd'hui encore, c'est la base de l'égyptologie moderne. Donc, Jean-Paul Lyon était dans la campagne d'Égypte avec Napoléon, et c'est lui qui a découvert la pierre de Rosette, qui nous a permis de traduire les hiéroglyphes. Exactement. Qu'on aime ou qu'on déteste Napoléon Bonaparte, on est obligé de reconnaître qu'il n'était pas du tout fermé à la culture des autres pays, bien au contraire, il était entre autres passionné par la culture de l'Égypte antique, en tout cas à ce moment-là de sa vie. Là où ça devient d'autant plus problématique, c'est quand des historiens pointent ces erreurs-là du doigt en disant « Ah bah ça, c'est quand même un petit peu ambigu, le film manque un peu de clarté là-dessus, c'est dommage, ça va influencer les gens », Ridley Scott répond « Oui, bah ils sont mignons les historiens, mais ils y étaient pas, donc en fait leur parole n'a aucune valeur. » Littéralement, il a dit ça dans des interviews. Ah oui, il me l'a dit 3 fois, moi. Voilà. Alors, le problème, c'est que si, parce que les historiens, ils ont des faits, en fait, quand ils disent quelque chose, bah c'est la vérité.
à la différence de Ridley Scott, puisque ce que pointe le vidéaste de la chaîne Nota Bene, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait Ridley Scott, qu'est-ce qu'il fait avec ce film-là ? Eh ben, il donne du grain à moudre à une vieille conception de Napoléon Bonaparte, qui est la conception très critique et très caricaturale qu'en ont fait les Britanniques au 19e siècle, puisque, évidemment, l'Empire britannique le royaume britannique était en guerre contre l'Empire français, c'était l'ennemi numéro 1, donc il fallait décrédibiliser Napoléon. À l'inverse, en France, on avait l'extrême opposé, on avait les pro-napoléoniens qui me disaient grosso modo que c'était le plus grand esprit que la France ait jamais connu. Les deux, c'est du bullshit, et la vérité se situe à la convergence de ces deux légendes-là. Et donc, quelque part, ça rend le film assez nauséabond, parce que c'est un film qui nous présente une vision de Napoléon qui n'est pas historiquement juste, mais qui, à cause des propos de son cinéaste, devient très ambigu. À quoi sert ce film ? Est-ce que ce film, c'est vraiment une œuvre de fiction que Ridley Scott a pensé exclusivement comme telle ? Ou est-ce que c'est quelque part la manifestation de sa défiance et de son manque de respect vis-à-vis des historiens ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça pose question et je trouve que la vidéo résume très très bien ce problème. Alors, si je puis me permettre, Alexis, il n'y a pas de vérité historique, pas plus qu'il n'y a de vérité scientifique. L'histoire, le travail des historiens... T'as raison de me reprendre reconstituer des faits tels qu'ils peuvent le faire en fonction des sources qui leur sont disponibles, et toute écriture de l'histoire est une interprétation. C'est important de le dire. Voilà. Donc il n'y a pas de vérité historique comme il n'y a pas de vérité scientifique. Évidemment, t'as raison, j'aurais pas dû utiliser ce mot-là. C'est important de le dire. Mais disons qu'eux travaillent quand même sur des éléments factuels qui leur permettent de tout à fait. Ils peuvent affirmer factuellement que Napoléon n'a pas tiré sur les pyramides. Voilà, c'est ça. Et d'aboutir à une forme de consensus sur certains faits. Il y a des faits qui produisent. Il y a des faits qui font consensus et d'autres non. Voilà, c'est ça. Simon, tu voulais réagir ? Oui, je voulais dire un petit truc, c'est que Ridley Scott est odieux en interview comme il l'a toujours été, ça n'est pas nouveau. Il l'a été au sujet des historiens, il aurait pu l'être au sujet d'autres choses. Néanmoins, je trouve qu'il a fait une réponse. En plus, après la citation que tu fais, spécifiquement sur l'Égypte, que je trouve très intéressante, il dit « Ouais, mais moi, à ce moment-là, l'Égypte, c'est pas le cœur du film, je dois le citer, je veux le citer, je veux faire comprendre en quelques plans l'idée qu'il a gagné en Égypte, et tout d'un coup, l'idée d'avoir cette armée qui avance vers le spectateur, un tir qui arrive sur les pyramides, et le chef de l'armée qui s'en évanouit d'émotion, je dis tout d'un coup la puissance de ses victoires, la rapidité de ses victoires, et en une idée de cinéma, je résume quelque chose de beaucoup plus long. » Et je trouve cette réponse très bonne. Même si ça soulève plein de problèmes historiques, je trouve qu'en même temps, hélas, il a d'abord dit, c'est que des cons, je les encule. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est effectivement une très bonne justification. Mais dans ce cas-là, quand des historiens pointent les erreurs, tu leur dis, les gars, moi je fais un film de fiction, mon film n'a pas de valeur historique, je suis pas là pour enseigner quoi que ce soit aux gens, et il y a pas de problème. Le souci, c'est qu'il décrédibilise les historiens en sous-entendant que, finalement, son film, en tant que représentation historique, est pas particulièrement moins crédible que les recherches des historiens. Or, si. Et c'est là que le bas blesse. En fait, je dois aller dans le sens d'Alexis, même si vous savez que j'aime beaucoup le film, parce que quand j'ai interviewé Ridley Scott au musée, il avait une contradiction qui était vraiment très bizarre, parce que comme vous le savez, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai pu me balader dans le musée de Napoléon aux Invalides avec Ridley Scott pendant une demi-heure, et en fait, c'était bizarre parce qu'il arrêtait pas de me répéter « mais ça, on sait pas si c'est vraiment la balle qui était dans la cheville de Napoléon, qu'est-ce qu'ils en savent les historiens ?» Et en même temps, il y avait une historienne qui était à côté de moi, qui est l'historienne du musée, et il arrêtait pas de lui dire « quand j'ai fait Austerlitz, on est d'accord que ça ressemblait un peu à ça, hein. On est d'accord qu'il y a vraiment eu la glace, hein, parce que je l'ai lu dans un bouquin et j'avais envie de l'amener. » Donc en fait, il y a une espèce de mauvaise foi, en fait, chez Ridley Scott. Quand il dit qu'il s'en fout de l'histoire, c'est pas vrai. C'est un vieux monsieur. Absolument. Et merde, il fallait annoncer « l'actualité va te faire foutre !» On va repasser au programme de la semaine. Alors, c'est vrai, ok, Moi, moche et méchant, c'était vraiment, vraiment sympa. Ok, Les Mignons, c'était globalement vraiment assez sympa aussi. Mais à force de sequels plus ou moins inspirés, on commençait à se demander si le studio français Illumination en avait sous le capot ou pas, s'il était capable de produire d'autres univers que ceux qui ont fait son succès. Voilà donc Migration, un tout nouvel univers précisément, puisqu'on suit une famille de canards colverts qui se décide à quitter son petit coin d'étang tranquillou pour partir migrer en Jamaïque. On est tous ensemble. Ouais, on vit une grande aventure. Ouais, l'occasion de voir ce que la vie nous réserve. Est-ce que ça fait peur ? Oui, sans doute. Mais ça vaut le coup, non ? Migration de Benjamin Renner avec en VF Pio Marmaille et Laure Calamy. Avez-vous été séduit par ces palmipèdes, Arthur ? C'est quoi ? C'est palmipèdes. Les canards, c'est la famille des palmipèdes. palmipèdes. En fait, palmipèdes, c'est bon, je l'ai, mais c'est tu l'as dit très vite. Dedans, c'est un truc, c'est une remarque homophobe en fait. C'est pourquoi ? Elle est partie toute seule, là, direct. Bram ! Un méchant d'embuscade, moi.
Oh putain, je viens de la comprendre. Répondez à la question. Alors, oui, j'ai été charmé et pardon. Non, c'est le oui qui a. J'ai une sueur froide. Je ne vous écoute pas, monsieur Roux. Oui, j'ai été plutôt charmé par le film. Je vais commencer tout de suite par les petits couacs que j'ai, qui sont des couacs. Elle était bien, non? Elle est super. Elle est très bien. Je suis deg que Nicolas n'ait pas entendu. Attends, tu veux que je la refasse? Je vais commencer par les petits couacs que j'ai. Excellent, les couacs. J'ai un petit souci sur la structure narrative. Je trouve qu'il y a un espèce d'enchaînement de péripéties à péripéties pour essayer d'emmener vers quelque chose que je trouve très programmatique. Toi, t'aimes pas le bonheur, toi, hein. C'est ça. En fait, c'est juste parce que je vais faire le vieux con. Parce qu'objectivement, je pense que c'est ce qu'Illumination a fait de plus beau visuellement. Je trouve que c'est un film qui est plus beau que tout ce que Pixar peut faire actuellement. Regardez les détails. Regardez au début notamment le travail sur l'eau de l'étang. C'est complètement fou. Il y a une scène où les canards sont dans les nuages et ils vont se faire des batailles de nuages comme si c'était de la neige. Le travail sur la texture, c'est monstrueux. Et puis, il y a quelque chose le détail des plumes, des micro-plumes qu'on voit bouger, et puis, etc. Il y a quelque chose qui, malgré tout, alors même que c'est justement la liberté que l'on peut avoir avec l'animation numérique en 3D sur ordinateur, il y a un travail de mise en scène et de déplacement de caméra et de mouvement qui va de pair avec le fait que les canards volent, migrent, voyagent à travers le monde, donc sont en déplacement en permanence. La caméra bouge en permanence. Et il y a une espèce de liberté dans la mise en scène que j'ai pas l'habitude de voir dans les films Illumination, Pixar ou autres films en 3D comme ça. C'est hyper rafraîchissant. C'est vraiment beau de A à Z. C'est un film qui, je pense peut-être plus encore que les autres films Illumination, je le sens vraiment à destination en premier lieu des enfants. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Il y a plein de films pour enfants que j'adore. Pixar, voilà. Mais je trouve que je suis pas entièrement d'accord avec toi. Je pense que ça marche très bien sur les adultes. Mais bon, je t'en prie. Moi, je pense que effectivement, les adultes vont se reconnaître parce que c'est l'histoire de ce couple de canards, que ça interroge sur le rapport au monde, le rapport à sa propre vie, etc. Mais moi, je me suis posé la question. Petite dédicace à l'esprit de Sophie qui j'allais dire qui est plus là, horrible. Qui nous a abandonnés. Petit ange parti trop tôt. Non, je pense à Sophie qui est toujours cette référence de est-ce que je conseillerais ce film à ma grand-mère, à ma mère. Moi, je sais que par exemple, ma sœur qui m'écoute me pose souvent la question est-ce que je peux emmener mon fils voir ce film, son fils qui a 6 ans. Évidemment que Migration, c'est parfait pour lui. Évidemment que Migration, c'est parfait pour lui. Après, effectivement, quand on est adulte, on voit des choses. Moi, je sais que je vais être vraiment tatillon pour rien. Je trouve que l'évolution est un peu trop mécanique et je vois un petit peu des rouages. Mais franchement, je suis forcé de reconnaître que c'est visuellement le plus beau film d'Illumination et pas loin d'être l'un des plus beaux films que j'ai pu voir en animation 3D comme ça. Simon. Alors oui, il est très beau. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un des plus beaux de récente mémoire. Vraiment, c'est en termes, oui, de texture, de technologie, mais aussi d'animation. Le film est effectivement assez classique dans son déroulé des péripéties. Ça pourrait être un dessin animé classique animé à la main des années 70-80. Ouais. Il y a quelque chose de ça. Moi, ça me pose pas de problème parce que j'ai pas l'impression que c'est une faiblesse. J'ai le sentiment que tout prévisible que ce soit, c'est plutôt un art un peu à l'ancienne, à la vieille école, qui est digéré et qui est appliqué à la 3D. Ce qu'on voit pas si souvent que ça. Je trouve, peut-être qu'on y reviendra après, le film plutôt très marrant. Il y a plusieurs gags. C'est hyper drôle. Ouais, enfin, je veux dire, on peut dire ça dès le début. Moi, je me suis fendu la poire. Quoi. Ouais. Moi, j'avais pas rigolé comme ça devant des dessins animés depuis longtemps. Il y a plusieurs gags qui m'ont beaucoup fait rire. Moi, j'avais un tout petit peu peur que Illumination se dise tiens, on va essayer de se la jouer Pixar parce que Pixar est un peu dans le coma actuellement parce que Disney ça sent le sapin. Allez, on va faire un film sur la migration, donc sur l'identité, donc sur le fait de changer de territoire, sur l'autre, l'altérité. Et je craignais qu'il y ait un peu des lourds sabots politiquement. Et en fait, je trouve que le film est très malin là-dessus parce que il ne va pas incroyablement loin dans ses contexte-là, dans ces principes-là, dans cette idée politique de parler de qu'est-ce que c'est que le déracinement, qu'est-ce que c'est que d'arriver ailleurs. Il le traite, mais il le traite effectivement pour des enfants. Je trouve que c'est très bien qu'il l'ait fait à hauteur d'enfant. Ouais. Et ça, c'est une première chose. Oui, et je suis hyper d'accord avec ça. Et je trouve qu'il le fait très bien. Et en plus de ça, il traite de la question, de la thématique de la migration, du changement, de la transformation, de plein de manières différentes. Il y a bien sûr comment ces canards vont littéralement changer de continent, mais il y a aussi comment les rôles évoluent au sein de cette famille de Colvert. Il y a, en fait, voilà, l'idée de se déplacer et d'être changé par l'endroit où on se déplace, elle joue à plusieurs niveaux. Je trouve que ça, c'est plutôt
plutôt très très bien fait. Ça me rend le film, ça me rend le film très attachant. Et ouais, c'est un peu un hold-up de Noël en matière d'animation. Et il faut le dire et le redire parce que le film a très peu de promotion. J'ai l'impression qu'ils savent pas du tout comment le vendre, ce qui est assez curieux. Mais moi je le trouve remarquablement réussi. Et je voudrais ajouter quelque chose en termes de graphisme, de design, de conception. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu. Et ça peut paraître un détail, mais si vous aimez l'animation, peut-être que ça vous parlera. Des canards avec autant de style. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'on n'a pas fait de canard marrant à l'image, à l'écran, à l'image depuis Daffy Duck et Donald Duck. Et là, je trouve que c'est des canards qui ont une vraie gueule, qui ont des vrais becs, qui ont vraiment des tronches. Ça fait plaisir à voir. Et puis quand ils se prennent des camions, c'est cool. Non, je pourrais préciser, moi vraiment j'ai adoré. Je me suis fendu la poire. C'est un film qui ne refuse pas l'émotion et qui devient touchant et vraiment très émouvant à certains moments. Moi, j'ai été ému par certains dénouements, j'ai été ému par certains plans. Il y a de l'épique, il y a effectivement le moment où il vole avec ces paysages incroyables. Enfin, c'est émouvant visuellement, c'est émouvant dans le parcours émotionnel des personnages. Et moi, vraiment, les derniers films qui m'avaient marqué à ce point-là, c'était Dragon. J'adore la trilogie Dragon, particulièrement le deuxième où j'étais exactement à ce même endroit, c'est-à-dire à un endroit où c'est des films qui me touchaient tout en me faisant rire et où je trouvais que la narration était super, où l'animation était magnifique. Et ben j'y allais en me disant que j'allais voir un petit dessin animé de Noël justement pour enfants, et je me suis poilé. Et j'ai passé un excellent moment et je suis hyper enthousiaste pour ce film, sincèrement. Moi, je trouvais Dragon hautement supérieur. C'est un cran au-dessus, je suis d'accord. En fait, surtout Dragon 2 qui est vraiment un chef-d'œuvre. Mais écoute, je me suis bien fendu la poire aussi. Ouais. Je trouve que c'est un film vraiment vraiment fun et surtout, et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, exception faite de quelques Pixar, mais même Pixar, un film sur deux ça fait la gueule quand même. Je sens que le film est réalisé par des gens pour qui l'animation est toujours une source d'émerveillement. Et c'est ça en fait qui pour moi fait la différence. Tu vois, Pixar, ça fait longtemps maintenant, plusieurs années qu'ils ont atteint un niveau de maîtrise technique qui est hallucinant. Moi j'ai encore des souvenirs mais mémorables des fibres du pull bleu ciel de Monsieur Indestructible dans les Indestructibles 2 où vraiment je me dis ok, donc c'est une image en 3D, il n'y a rien qui existe, pourquoi son pull bouloche, ça me fascine. Mais dans sa fabrication le film avait beaucoup de problèmes. Buzz l'éclair, c'était un film techniquement incroyable. Il n'y avait pas de couleur, tout était gris, tout était terne, les décors se ressemblaient tous, on se faisait chier. Le décor se ressemblait tous. Voilà, le décor se ressemblait tous, et on s'emmerdait. Et ben là, voilà un film d'animation qui est peut-être pas, si on va vraiment dans le détail, le plus techniquement abouti, mais on s'en fout, ça n'est que de la couleur, ça n'est que du mouvement, que de la matière en permanence. On change de décor, on change de colorimétrie, on change de point de vue, et on imagine une scène de danse, et on te met une scène de course-poursuite. Ça regorge d'idées de partout. Et le truc, c'est que le film suit une trame narrative assez simple, que Simon a résumé. C'est vraiment, on part du point A pour arriver au point B. À la fin, on n'est plus au même endroit, on n'est plus la même personne. On a traversé les épreuves. Tous les personnages, voilà, c'est ça. Sauf que, le fait que cette trame soit simple, directe, limpide, fait que le film peut tout se permettre à partir de là, en fait. Il peut se permettre n'importe quel décor, il peut se permettre n'importe quelle péripétie. C'est une suite logique. Et du coup, il y a un sentiment naturel devant le film qui, moi, m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit, en fait, je me laisse guider par le truc. Et c'est parti, quoi. Et ça m'a fait presque l'effet, et je dis ça positivement, alors qu'en général, c'est pas le cas, ça m'a presque fait l'effet d'un grand 8, en fait. Et où je me dis, genre, je viens de passer le premier looping, et là, je prends la première courbe, et on reprend un looping, et c'est que ça tout le temps. Le film est super rythmé. Je trouve en plus, et ça, c'est quelque chose qui se fait assez peu, mais il y a quand même toute une partie qui se déroule dans un milieu urbain. Bon, ça, c'est logique. À New York. Voilà. C'est mon point. À New York. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu une vraie ville dans un film d'animation 3D, moi. C'est-à-dire que soit je vois des trucs fantaisistes à la con dans Wish. Saul essayait un peu. Saul essayait un peu, mais c'était essayé à moitié, je trouve. C'était le New York de Ratatouille, en fait. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, je reprends l'exemple des Indestructibles. Les Indestructibles se passent dans une espèce de sorte de métropolis. Bon, ça va avec le pitch du film. Mais là, ça me fait plaisir. J'ai reconnu des endroits où je suis allé en vacances avec mes parents il y a 10 ans. Et c'est con, mais ça marche tellement bien dans un film d'animation quand tu vois des images qui sont fabriquées par ordinateur, qui te rappellent des trucs que tu as vus avec tes vrais yeux. Ça fonctionne en fait, et ça donne tout de suite une crédibilité et une certaine intensité au film. Je sais situer les personnages. Là, ils sont à Central Park, et du coup, je connais Central Park, et je me dis, ils vont peut-être croiser des pigeons. Ils croisent des pigeons, et les pigeons sont super drôles. C'est très très drôle d'imaginer les pigeons comme des espèces de loupards qui mettent l'amende à tous les autres oiseaux. Enfin, je trouve ça super cool, et c'est très marrant, c'est très bien doublé. Enfin, vraiment, Vous l'avez vu en VO ou en VF? Moi, je l'ai vu en VO.
Moi, je l'ai vu en VO, le canard doublé par Danny DeVito, c'est incroyable, génial, extraordinaire. Bah, le pigeon qui est doublé par Aquafina, il est super aussi. Ah ouais, ça faisait plaisir d'avoir Aquafina qui était bien. Et un des accents jamaïcains les plus crédibles de l'histoire du cinéma. Mais incroyable, et c'est l'autre moitié du duo. Michael Key, qui est pas du tout jamaïcain et qui fait un accent parfait. Et puis, vous voyez, sans déconner, depuis combien de temps on n'a pas eu un film d'animation qui s'attache à un sujet qui est aussi universel, aussi riche en termes de déclinaison possible, parce que le déracinement, ça peut être toi qui grandis, tu te déracines de ce que t'étais enfant, ça peut être le déménagement, ça peut être quantité de choses. Mais depuis, encore une fois, le film n'est pas au niveau de celui que je vais citer, mais depuis Fievel, je sais pas si j'avais vu un film d'animation oser à ce point-là parler du déracinement, du changement d'identité. Kung Fu Panda, le premier Kung Fu Panda était quand même vraiment très réussi. Ah, il m'a moins charmé, peut-être que je le revois. Alors, moins axé sur le déracinement, mais par contre beaucoup plus sur la solitude et la différence, la perdition. Wall-E. Mais là, on était à un degré quasiment mais c'est pas tout à fait la même thématique. Mais c'était pas la même thématique. Et j'aime beaucoup Wall-E. Ouais. Plus, ouais. Juste pour préciser, peut-être, Illumination, c'est une boîte de production américaine, mais dont toute l'animation est faite en France, à Paris. Tu fais bien de le préciser. Mais parce que du coup, et ça rend le truc aussi hyper important et impressionnant. On vous en parlait quand il y avait Mars Express. C'est chez nous. Et en fait, les gens ne le savent pas, mais Mario, c'était chez nous. Mario avait un co-réalisateur français. Et tous les films Illumination sont faits à Paris. Donc voilà. Pour dire que, voilà, on vous en a parlé quand on parlait de Mars Express. L'animation en France, il y a aussi de belles choses. Le meilleur gag, moi, vraiment, celui qui m'a fait exploser de rire, auquel je m'attendais pas, c'est le crocodile à la fin. Le crocodile à la fin est incroyable. Ah, bonne question, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, c'est le bus. Le bus est super. Ah ouais? Le bus, ça marche à tous les coups, moi. Non, mais c'est surtout la troisième fois. Non, mais justement, c'est précisément la troisième fois. C'est le running gag. C'est vraiment, c'est la règle de l'humour selon Alain Chabat. C'est que quand t'as un bon gag, il faut le prolonger jusqu'au moment où c'est plus drôle et où les gens se demandent pourquoi ça dure encore. Et quand t'as atteint ce stade-là, tu continues de le prolonger jusqu'à ce que ça redevienne drôle. Et là, t'as un vrai gag. Bah, c'est exactement cette séquence-là, ouais. Non, c'est. Alors, attends. Alors si, c'est quand il réalise au bout de, je pense, dans le temps du film, au bout de 6 heures, qu'il est assis sur le ventre de son oncle. Ça m'a eu ça. Mais c'est très élémentaire, mais ça marche vraiment super bien. Ah, et le jingle Universal au cas où. Voilà mon gag préféré du film. L'oncle canard mitraillette, ça m'a fait beaucoup rire aussi. Ça c'est drôle. Arthur, je réfléchis, j'en ai pas. Bon. Désolé. Parce que tu n'aimes pas le bonheur, c'est pour ça. Non mais c'est horrible, j'ai vraiment rigolé pendant le film en plus. Migration de Benjamin Renner avec donc en VF Pio Marmaille et Laure Calamy. Et vous êtes plutôt canard sauvage ou canard WC. Vous pouvez évidemment nous dire ça comme d'habitude dans les commentaires. Et d'ailleurs, alors c'est marrant, ça me rappelle une histoire que je sais pas si vous, vous connaissez le comble pour un canard. Vous connaissez le comble pour un canard? D'être mis au coin. Se prendre le bec. D'être mis au coin. Non, de devoir aller au petit coin. C'est un gag de Bruno Dumont. Petit coin. Oh. Non, alors non, ça vous a pas plu? J'en ai une autre. S'il te plaît, oui. Qu'est-ce qu'un canard dit quand il achète un rouge à lèvres? Allez, bonne soirée. Ça t'embouche à quoi? Qu'est-ce qu'un canard dit quand il achète un rouge à lèvres? Je sais pas. Vous prenez l'American Express, pardon. J'aime beaucoup. Ouais, non, Pardon. Cette semaine, le fleuron de la critique française vous propose une version spéciale Noël Just for You. Ah non, ta gueule. De Pas vu, pas pris, la critique non plus en 30 secondes, mais en tête à tête. Ça fuse un argument, un contre-argument, une réponse, pif paf, c'est le niveau championnat du monde de ping-pong argumentaire et c'est parti. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Je vais te donner une bonne leçon. On commence avec La Chimère d'Alice Rohrwacher, où l'on suit les aventures d'Arthur, jeune archéologue britannique qui est de sa bande félinienne de pilleurs de tombes dans l'Italie des années 80. Et c'est un match sur le ring entre Alexis et moi-même. Ding, Alexis, premier argument. Écoute, j'hésite entre deux interprétations, parce que je suis allé voir le film aujourd'hui même, je l'avais raté à Cannes, et donc je l'ai rattrapé en salle. Je sais toujours pas si c'est un bon film, voire un film passionnant à côté duquel je suis complètement passé, mais alors pas qu'un peu, ou si c'est une entreprise assez vaine, un peu clinquante et peut-être même un peu snob. Je suis vraiment très partagé parce qu'il y a des séquences dans le film que je trouve qui en tout cas m'ont l'air d'être passionnantes. Je comprends pas trop pourquoi, mais il a l'air de se passer des trucs. Et il y a d'autres moments où je trouve qu'on a des effets de style et des effets de montage et une espèce de superposition de genre et de thématiques et de registres qui franchement me fatigue beaucoup. Et je trouve
que le film en fait se perd alors qu'il avait une ligne narrative qui est vraiment en plus introduite dès le début via des flashbacks et qui moi me semblait être le fil rouge du film. En fait, il va le laisser tomber pour raccrocher les wagons plus tard. Et je trouvais que c'était une idée qui était belle, qui m'intriguait et voilà, je suis très partagé sur La Chimère. Je trouve qu'il y a des trucs très intéressants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les gens ont envie de voir un film qui va les remettre dans leur fauteuil et qui ressemble vraiment à aucun autre film qu'on a vu cette année, alors là, il faut y aller, quoi. Alors c'est marrant parce que je suis un peu comme toi. Moi, je l'avais vu à Cannes et j'en parlais justement avant de venir à ma mère qui, maintenant qu'elle écoute le podcast sur Deezer, bonjour maman, m'appelle toutes les semaines pour me dire qu'est-ce que je vais aller voir cette semaine au cinéma. Et donc, elle me dit La Chimère. Je lui dis écoute, La Chimère, vas-y. Parce que c'est à la fois un film qui a une posture hyper intellectuelle, vraiment, c'est un film intello qui s'assume et qui est vraiment sur une autoroute de j'ai des références felliniennes, je cite dans des plans directement et j'ai un discours sur le cinéma et c'est une mise en abîme, bref, du cinéma italien aujourd'hui qui va rechercher ses sources, qui va rechercher ses origines, etc. Et en même temps, c'est un film hyper poétique et d'une poésie vraiment sensible à fleur de peau avec des scènes qui marchent extrêmement bien, qui sont très très belles et qui moi m'ont assez touché. Et j'ai été assez touché par ce personnage principal de jeune archéologue britannique sensible qui va à la recherche de son amour perdu et qui est un peu évanescent, qui est un semi-clochard. Il y a plein de choses qui fonctionnent et en même temps, je sens une sorte... En fait, moi, il y a quelque chose qui m'agace. Et je crois que vraiment ce qui m'agace dans ce cinéma-là, c'est de dire... Mais finalement, putain, on est d'accord, parce que moi, je suis sorti très agacé aussi. Quand est-ce que le cinéma italien contemporain va arrêter de citer Fellini à chaque fois? Putain, il y en a marre. C'était il y a 40 ans. Foutez-nous la paix. Trouvez une autre grammaire. Faites autre chose. Moi, la scène où ils sont tous en train de danser sur le tracteur, ça me casse les couilles. Ça n'apporte rien au récit. Et ça me fait chier vraiment, littéralement. Parce que ce film-là, si tu lui retirais cette espèce de prétention ou de volonté de s'inscrire dans cette histoire cinématographique à tout prix, en passant par les scènes ou de poétique, de clochard céleste qui joue à la guitare, ça me casse les bonbons. Non, mais surtout que là où ça devient vraiment, en ce qui me concerne, un exercice d'équilibriste très complexe, c'est que je vois bien que le film a des références, j'en repère 2-3, notamment des références à Ettore Scola, mais il se trouve que moi, je n'ai vu, c'est à mon grand regret, je n'ai vu aucun film de Fellini. Je suis très peu calé sur le cinéma italien. Donc si tu veux, je vois que le film a des références et qu'il les affiche, mais alors vraiment en pleine balle. Sauf que je ne sais pas à quoi il fait référence. Donc là, ça crée un truc, mon logiciel critique, il explose, quoi. C'est GTA 5 sur une disquette, ça peut juste pas marcher, quoi. Mais c'est vraiment d'autant plus dommage qu'il y a des propositions de mise en scène, il y a des changements de format d'image, ça regorge d'idées, c'est très fourmillant. Il faut faire le deuil des vieux cinéastes, quoi. Mais je suis d'accord, c'est vraiment un film qui ne parle que d'aller exhumer le passé, et qui s'empêtre lui-même dans un passé cinématographique duquel il n'arrive pas à s'extraire lui-même. Et c'est ça qui est un peu pénible, alors que j'aime beaucoup la scène d'enchère à la fin. Il y a plein d'idées. Il y a toute la scène. Mais d'ailleurs, il y a un personnage, le personnage de la fille dans le groupe qui dit « Mais arrêtez de vouloir toujours retourner. » Qui s'appelle Italia, c'est très subtil. En plus, voilà. Non, mais oui, et pourtant le film me déplaît pas complètement. Et pourtant, il me reste, après des mois et après Cannes, quelque chose d'une séduction, mais d'une séduction effectivement dont j'aimerais arracher ses oripeaux. Arthur. J'ai une question pour vous, moi qui n'ai pas vu le film encore, je vais vraiment la voir bientôt parce que moi Alice Rohrwacher c'est vraiment une cinéaste que j'aime beaucoup. Est-ce que vous connaissez son cinéma? Est-ce que vous avez vu d'autres films d'elle auparavant? Est-ce que vous pouvez comparer ou pas? Moi j'avais vu parce que du coup j'en avais parlé à Cannes et j'avais vu son film précédent. J'avais vu Les Merveilles comme Larazo. Non, attends, tu me... Il y a Corpo Celesto, Les Merveilles et Heureux comme Lazaro. J'avais vu Les Merveilles alors. Et tu ressentais déjà ça avec ce film-là? Ouais. Je préfère de très très loin La Chimère aux Merveilles. Ah ouais? Ouais, vraiment. Parce que je trouve que pour le coup, elle s'attache vraiment à... Je pense que c'est un cinéma touffu, c'est un cinéma généreux, c'est un cinéma qui veut raconter plein de choses. Il y a toutes les scènes dans la maison abandonnée avec Isabella Rossellini qui est méconnaissable, que j'avais pas reconnu d'ailleurs quand j'ai vu. Je fais putain, c'est Rossellini. Et il y a en même temps toute cette partie politique avec la volonté de créer une sorte de communauté, de sororité de femmes libérées du joug d'un pouvoir politique oppressif. Enfin, il y a plein de choses, ça fourmille d'envie, ça fourmille d'idées. Et du coup, c'est un peu touffu, c'est un peu bordélique, c'est un peu agaçant aussi, mais c'est un film qui laisse pas indifférent et auquel j'ai été vraiment assez sensible à plein d'endroits. Ouais, mais ouais, c'est particulier en tout cas, ça c'est sûr. La Chimère d'Alice Rohrwacher, vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt déterrer des poteries dans votre jardin ou déterrer des enfants dans votre congélateur.
Je sais pas, je l'ai improvisé, elle avait pas écrit celle-là. Deuxième round, Godzilla -1 de Takashi Yamazaki. Retour aux sources pour le monstre géant qui détruit les villes côtières japonaises. Sur le ring cette fois-ci, Arthur et Simon. Ding. Godzilla -1, c'est un film qui était, mine de rien, relativement, ou plutôt très attendu par tous les amateurs de cette incroyable saga japonaise, tout simplement parce que le film arrive après Shin Godzilla, qui est sorti en 2016, si ma mémoire est bonne, qui représentait une énorme rupture esthétique, thématique, avec les Godzilla, avec la représentation de Godzilla traditionnellement. Tu m'étonnes. Et là, on nous annonce... De Shin Godzilla de Hideaki Anno, qui Absolument. refait tous les Shin et qui est le père notamment de Neon Genesis Evangelion. Tout à fait. Et là, voici Godzilla -1, qui est une relecture du tout premier volet de 1954, donc qui s'inscrit, par définition, pas du tout dans la même logique ou dans le même type de rupture que Shin Godzilla, et qui fait un pari que je trouve extrêmement intelligent, c'est d'être un très grand film naïf, candide, qui vraiment va totalement embrasser une certaine geste de cinéma asiatique, de cinéma japonais, qui peut paraître naïve, candide, extrêmement premier degré, tant quand elle va dans l'horreur, que quand elle va dans l'épique, que quand elle va dans l'onirique, voire aussi le mélodramatique et le sentimentalisme qu'on peut juger un peu dégoulinant, moi que je trouve justement, de par cette espèce de frontalité et de naïveté extrêmement puissant. Mais c'est aussi un film qui va déplacer de manière en apparence légère, mais finalement très signifiante, le sens du motif de ce qu'est Godzilla. Godzilla, qui était originellement, puis après bien sûr ça a littéralement muté, si je puis dire, qui était cette créature née justement du crime atomique, là devient une espèce de même si cette origine-là n'est pas niée, devient en termes de sens pour moi vraiment un espèce de retour du refoulé qui oblige les survivants, parce que le film se déroule quelques mois après l'abdication du Japon, donc après le bombardement de Nagasaki et d'Hiroshima, qui devient le retour du refoulé en fait de cette culture de la mort au Japon, ça veut dire de la mort honorable, du fait qu'on doit mourir au combat et que finalement ceux qui ont survécu à la guerre sont voués à la honte, des lâches en puissance ou même la cause vivante encore de la défaite du Japon. Et donc le film devient une critique que je trouve assez bouleversante et extrêmement touchante de certains traits culturels japonais. En tout cas, il se présente comme ça, tout en étant dans le même mouvement, un plaidoyer assez fort et que je trouve bouleversant pour quand est-ce qu'on se met à vivre ? Comment est-ce qu'on se met à combattre comme ça une pulsion de mort collective ou le traumatisme engendré par cette pulsion de mort, et à quel moment on va réussir à taper au fond de la piscine pour se remettre à vivre, et donc en utilisant Godzilla comme vecteur de ce message-là. En plus de ça, le film est formidablement spectaculaire. Ouais, c'est une très belle surprise. On craignait que Godzilla -1 soit un Godzilla un peu mineur. Moi, je trouve que c'est un Godzilla absolument flamboyant. Arthur. Alors c'est intéressant, moi je souscris absolument à l'analyse que fait Simon des thèmes et de la manière dont les thèmes sont amenés. C'est pour moi peut-être la plus grande force du film avec le Godzilla, mais je reviendrai après dessus. Effectivement, il y a tout un truc que moi je trouve assez fascinant et très bien écrit sur le papier et que je ressens vraiment à l'image. Comment ce pays en deuil va se reconstruire, qui va le reconstruire, qu'est-ce qu'on fait quand l'État est faillible, comment les citoyens peuvent récupérer et l'histoire de leur pays et l'histoire de leur reconstruction. Je trouve ça fascinant. Il y a un autre aspect, moi c'est un film que j'avais très envie de voir parce qu'on a vu beaucoup de buzz autour du film, parce que un Godzilla fait avec 15 millions de dollars, mais comment c'est possible que ce soit un peu beau et potentiellement comparable avec... Alors, et c'est intéressant, le film est sorti 2-3 jours après la sortie de la bande-annonce du nouveau Kong versus Godzilla, je sais pas quoi, il a des écailles roses. Et en fait, fascinant à regarder. Comment un film qui a coûté plus de 150 millions de dollars peut se faire démolir la gueule par un film qu'on a coûté 15. Bon, il y a plein d'outils comparatifs qu'on va pas faire parce que faire un film au Japon, ça coûte pas la même chose que faire un film Hollywood. Le droit du travail pour les personnes qui travaillent dans les effets spéciaux, c'est pas les mêmes. Mais bref, j'avais peur de voir est-ce que le film est cheap, est-ce que le film est remarquable. Le film est remarquable. Et le film est généreux. Dès les 5 premières minutes, on a un Godzilla, mais un Godzilla de pleine poire et de tous les côtés et dans les détails. Et en plus, effectivement, vu qu'il essaie de reprendre le Godzilla original, c'est intéressant. Il va pas se construire comme une revision de ce qu'est Godzilla, comme ce qu'a pu être le film de Heinrich, comme ce qu'a pu être on n'en parle pas, ça. Le film de Gareth Edwards, etc. C'est-à-dire, par exemple, c'est con, mais il a un visage un peu bébête, Godzilla. Il a de très grandes cuisses, enfin des pattes, pardon. C'est le Godzilla de 54. Ça va même jusqu'à la réutilisation du thème de Akira Ufukage. Ça dans tous les Godzilla, il y a. Le thème, il y a. Ah si, toujours. Dans le Gareth Edwards, très peu. Hein. Il l'utilise dans le générique. Non mais là, tu te rends pas compte à quel point, à 3 ou 4 moments, t'as le gros thème. J'adore. Ouais.
Et je trouve que voilà, le film est extrêmement généreux. Après, c'est intéressant ce que tu disais sur quelque chose que toi t'as beaucoup touché, parce que je sais, on peut se le dire, on a vu le film ensemble côte à côte. C'est vrai. J'ai vu des larmes couler sur sa joue. C'est faux. Oh. Ah oui, moi, il a plus de larmes depuis 1987. Premier degré, t'as pleuré à la fin? Ah bah ouais, bien sûr. Eh bien, c'est fou parce que moi je trouve que le film est beaucoup trop mélodramatique pour moi. Et c'est pour moi ma seule faiblesse avec le film. Je trouve qu'il y a des moments où on en fait des caisses sur certaines histoires, sur certaines intrigues, sur certaines relations, sur certains acteurs qu'on font 1000 fois trop. Il y a une scène, je vais pas la spoiler, mais pensez à moi quand vous verrez des soldats qui feront leur salut après qu'un soldat soit tombé. Franchement, c'est un peu risible, mais en même temps, c'est une entreprise que j'ai envie de saluer parce que je trouve que c'est quand même un film qui montre que on peut encore utiliser cette imagerie et en faire quelque chose beaucoup mieux que ce que fait Hollywood actuellement. Et puis ça a vraiment de la gueule, quoi. Ça a vraiment, vraiment de la gueule. Godzilla -1 de Takashi Yamazaki, est-ce que vous êtes plutôt Godzilla -1 ou Gros Quick +2 ? Vous pouvez nous le dire évidemment en commentaire. Et en parlant de Gros Quick, puisque il est juste devant moi, pourquoi est-ce que ce Godzilla ne sort que 2 jours et quasiment exclusivement dans les salles Pathé IMAX en France ? Alors, oui, effectivement, vous êtes assez nombreux à être venus nous causer sur les réseaux pour vous plaindre des modalités de cette sortie ou pour nous questionner un petit peu dessus. C'est intéressant parce que voilà, c'est une sortie très particulière. Effectivement, tu l'as dit Nicolas, le film est sorti les 7 et 8 décembre en France, c'est-à-dire le jeudi et vendredi. Donc si vous écoutez le samedi 9, c'est Futu. Voilà, 2 jours uniquement, mais comment ça se fait ? Pourquoi donc ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, la Toho fait partie de ces sociétés qui sont connues, un peu comme A24 aux États-Unis, pour vendre très cher les films en dehors de leur territoire. Et donc, c'est une des raisons, il y en a plusieurs bien sûr, c'est multifactoriel toujours, mais c'est une des raisons et une des principales pour lesquelles Shin Godzilla n'est pas arrivé sur grand écran en France, n'a pas eu de sortie classique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ce serait compliqué de sortir Godzilla en France. Parce que oui, Godzilla c'est connu, tout le monde, plus ou moins, peu ou prou, c'est ce que c'est que Godzilla. Mais quel est le potentiel public d'un film japonais, en japonais, avec une imagerie et une tradition de spectacle purement japonais en France ? Je suis au regret de vous le dire que si vous imaginez que c'est un bassin de public énorme, a priori, il y a de fortes chances pour que vous vous trompiez. Donc, du coup, comment est-ce qu'on l'exploite ? On peut le sortir directement en DVD, en VOD, etc. Mais on bénéficie pas du coup de l'événementialisation d'une sortie. Mais il existe un type de sortie qui consiste à demander au CNC un visa exceptionnel, un visa temporaire, qui peut se traduire, alors pour les films de fiction, parce que documentaire c'est encore un peu différent, de 2 manières. Soit on demande 300 séances sans limite de temps, soit on demande 500 séances uniquement sur 2 jours. Ça a comme avantage qu'on peut créer de l'événement, un truc très rassemblé, très identifié, où on va pouvoir justement attirer un peu les médias pour dire regardez, là il se passe quelque chose. Et surtout, ça n'ouvre pas la chronologie des médias de la même manière qu'une sortie classique. Ça veut dire qu'il sera encore possible de travailler justement les temporalités entre DVD, Blu-ray, SVOD, et éventuellement, qui sait, un jour peut-être une ressortie salle. Voilà, ça donne encore beaucoup de liberté. Donc bien sûr c'est frustrant. Bien sûr, c'est pas pratique pour tout le monde parce que nombreux sont ceux et celles qui ne pouvaient pas se libérer sur ces jours-là. Et puis après, alors on peut questionner également la politique qui est de faire ce partenariat avec Pathé, qui va mettre le film dans ses salles 4DX, IMAX, etc. Ce qui veut dire que les séances sont très coûteuses, c'est vrai. C'est tout à fait critiquable. Néanmoins, enfin discutable. Néanmoins, il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres alternative crédible économiquement et crédible pour un distributeur français, je veux dire, pour essayer de créer un peu d'activité, d'événements et d'excitation autour. Il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions et donc c'est mieux qu'un moindre mal, c'est bien mieux qu'un moindre mal. Et je songeais un peu à la chance qu'on a. On est un des rares pays dans le monde, je crois, à pouvoir dire, enfin avec les États-Unis, qui va sortir le nouveau Godzilla japonais en direct, quasiment en simultané avec sa sortie japonaise. On a plutôt de la chance, quand bien même oui, il y a encore beaucoup de territoires qui n'y ont pas accès et oui, c'est encore très cher. Voilà, vous pouvez nous dire si vous avez eu la chance d'aller voir. Moi, je suis très très jaloux parce que du coup, comme on enregistre le podcast, je vais pas pouvoir aller voir Godzilla au cinéma. Donc, je vais me contenter, comme beaucoup de monde, d'attendre qu'il sorte en DVD. Puis je le regarderai sur mon petit écran. Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant. Bref, il en reste un peu plus. Est-ce qu'on vous le laisse ? Arthur, tu voulais nous parler de comics, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Je voulais vous parler d'une sortie que j'ai totalement ratée il y a quelques mois, alors que bon Dieu, j'essaie de suivre l'actualité, mais bon, c'est la beauté de la fin d'année, c'est qu'on rattrape tout ce qu'on n'a pas pu voir. J'ai lu, alors sur Twitter, on en a un peu parlé avec certains d'entre vous, donc je sais que vous connaissez peut-être le nom de James Tynion IV, qui est un auteur de comics, un dessinateur de comics assez connu, qui est notamment connu pour avoir fait pas mal de Batman il y a 10 ans. Putain, il a que 35 ans, je trouve ça fou. Qui avait fait une série qui avait un peu de bruit, qui était déjà sortie chez Urban en 2019, qui s'appelait Something is Killing the Children.
Et donc là, il revient avec alors c'est un tome constitué de 5 ou 6 chapitres. Il y a déjà le 2 qui est sorti, je ne l'ai pas encore vu, ça s'appelle The Nice House on the Lake. Et c'est assez fou. Alors, paraît-il que le 2 est très décevant. Moi, j'ai lu le premier, mais je vous conseille le premier. Le premier est incroyable. On a eu récemment, que ce soit avec, je pense au film Netflix Glass Onion ou par exemple à la série actuellement sur Disney+, Murder and the End of the World, des espèces de huis clos dans des maisons de riches où il se passe une espèce de drame, de meurtre, etc. Ça va être un peu le postulat de base, mais avec un truc bien plus fou. Imaginez que vous arrivez dans une maison, vous croisez des espèces d'amis ou des amis d'amis et tout est relié autour d'une personne qui a relié tout le monde. Et vous comprenez pas trop pourquoi, vous êtes tous réunis, vous êtes là, vous faites la fête et puis d'un seul coup, vous ouvrez Twitter et vous vous rendez compte que c'est la fin du monde. Et puis vous vous rendez compte que d'un seul coup, vous êtes enfermé dans cette maison. Et vous vous rendez compte qu'en fait, votre ami qui vous a réunis, en fait, il a pas l'air très humain et il disparaît et vous pouvez pas sortir. Il vous a emprisonné. Et ça part sur une espèce de whodunit et en même temps de film, de récit d'enquête où chaque chapitre va commencer par un saut dans le temps, puis un flashback, puis on retourne dans l'intrigue. Et en même temps, il y a 8 ou 10 personnages, c'est difficile à suivre, enfin, c'est fou. Et le premier truc que je me suis dit en lisant le livre, c'est je ne sais pas combien de temps je sais pas combien de temps il va se passer avant que quelqu'un rachète les droits pour en faire une série. Ce n'est pas possible que cette œuvre ne soit pas adaptée. C'est fou. Et je l'ai mis sur Twitter et vous êtes des dizaines à m'avoir répondu que de toute façon James Tynion est un brillant monsieur et je suis tout à fait d'accord. Et surtout, en vrai, il y a le tome 1 qui est sorti, le tome 2 qui sort, apparemment il y a un 3e qui arrive, je sais pas trop où la série va, mais en tout cas le 1 est peut-être ce que j'ai lu en comics de plus fou de l'année, mais alors vraiment de loin, de très loin. Ça sort chez Urban Comics, The Nice House on the Lake, c'est brillant. En bande dessinée, il y a un truc assez fou, moi que j'ai découvert cette année aussi, qui est vraiment dingue, ça s'appelle, je sais pas si c'est un nom un peu compliqué. Non, les Schtroumpfs. Simon. Il me fatigue. Ouais, moi je suis fatigué aussi. Oui, moi, je voulais vous dire un petit mot du nouveau livre de notre confrère. Ah oui, alors en plus c'est vrai, j'en suis à une 50aine de pages seulement, mais je voulais. Escroc. Mais je voulais vous en parler, c'est le nouveau livre de Gilles Penseau, un de nos confrères qui officie notamment du côté de l'écran fantastique, qui est également documentariste, et regardez ces documentaires, ils sont passionnants, notamment ceux qui sont consacrés aux bébêtes au cinéma. Effets spéciaux, ouais. Oui, aux effets spéciaux. C'est un livre qui est consacré à Ridley Scott, qui s'intitule Ridley Scott, et qui revient sur toute la carrière du réalisateur. Plus sérieusement, si vous voulez un petit peu un ouvrage justement qui va vraiment fonctionner un peu de manière un peu encyclopédique, très carré, très factuelle sur comment est-ce qu'il a fait, comment il s'organise, comment il travaille, dans quel ordre il a fait ses films, pourquoi, comment. C'est vraiment une somme assez remarquable, très accessible, très ludique et encore une fois très factuelle. Si vous voulez avoir la petite encyclopédie du Ridley Scott non illustrée pour le coup, c'est vraiment impeccable. Et ne vous fiez pas à la couverture qui a le mérite d'exister. Le texte est vraiment très bien. Et on salue le camarade Gilles Pinceau qui avait signé un très joli article sur les effets spéciaux dans Alien, dans la xénographie que vous ne pouvez plus trouver parce qu'elle est épuisée et qui fera plein d'autres travaux illustrés dont nous vous reparlerons ici dans les mois qui viennent. Voilà, eh bien oui, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez évidemment pas de surveiller vos réseaux sociaux comme votre sapin de Noël virtuel. Dans les prochains jours vont y être déposés nos offres et nos cadeaux qui sont aussi les vôtres, des possibilités d'accéder à un contenu exclusif chaque mois pour une somme modique et le plaisir infini de nous soutenir et de nous permettre de casser la croûte. Vous savez, nous, qui n'ignorons pas une croûte de fromage, un ballon de rouge. Et hop, allez, on se retrouve mardi pour mettre les cons en orbite. Bye les amis et gloire à Noël. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je vois. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.